Salut et bienvenue sur Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de recevoir Rodolphe Boucher, qui est entraîneur national en gymnastique et qui participera aux futurs Jeux Olympiques à Paris. Je suis vraiment content de vous présenter cet épisode parce que, avec Rodolphe, on a partagé une journée entière d'entraînement sur le pôle France d'Antibes et vraiment, je me suis régalé. J'ai découvert pas mal de choses et c'est des choses qu'on va aborder aussi dans l'épisode. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait une mixité d'âge énorme sur le pôle France. Ça va des gamins de 10 ans à des adultes de 25, 27, 28 ans, qui s'entraînent ensemble et qui se tirent vers le haut les uns les autres. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et parmi les autres sujets sur lesquels on va échanger, on va parler de visualisation, d'échauffement à la compétition et à l'entraînement, comment se mettre en place des rituels pour performer en compète et à l'entraînement, et aussi l'importance de développer sa motricité et sa coordination. Quel que soit le sport, on ne parle pas que de gym, mais vraiment de tous les sports. Donc j'espère que l'épisode pourra t'apporter des pistes de réflexion, parce que moi en tout cas ça m'a remis en question beaucoup de choses. Et on se retrouve avec notre partenaire du jour, et à bientôt. La révolution dans l'entraînement est arrivée. Découvre Labo RNP, une formation qui innove l'univers de l'entraînement avec les dernières recherches scientifiques en neurosciences. La reprogrammation neuroposturale est un système de référence dans l'évaluation et l'entraînement individualisé du sportif. Labo, c'est l'outil essentiel pour une prise en charge individualisée dans l'optimisation du mouvement. J'ai moi-même suivi cette formation auprès de Romain, Adrien et Sébastien il y a plus d'1 an et je dois avouer que j'ai été complètement bluffé. Donc si comme moi tu souhaites explorer une nouvelle ère de l'entraînement, clique sur le lien en description. Encore merci à Labo d'avoir sponsorisé cette vidéo, place à l'épisode du jour. Rodolphe Boucher, salut. Salut. Je suis ravi de te recevoir sur Secret d'entraîneur pour un nouvel épisode. C'était un plaisir pour moi de participer. Donc, merci d'être venu me voir. Ça fait plaisir, ça fait un moment là que tu nous présentes un petit peu le pôle. Là, ça y est, on se pose pour tourner l'épisode. Qui es-tu ? Donc, je suis un des entraîneurs du pôle France de gymnastique masculin d'Antibes. Donc, je suis cadre d'État. Donc, je suis à la base CTS et maintenant, par rapport à ma mission nationale, conseiller technique national, CTN. Ma mission principale, c'est l'entraînement. L'entraînement des seniors. C'est ma catégorie depuis maintenant 2015. Avant, j'étais entraîneur de gymnastes aussi de haut niveau sur le pôle, mais plus jeunes. Donc, on va faire simple, des U12, U14, U16, U18. Voilà, ce sont les différentes catégories compétitives chez nous au niveau international. Et donc, aujourd'hui, entraîneur senior. Et dans mon parcours d'entraîneur, puisque je suis entraîneur depuis à peu près, on va dire une trentaine d'années, un petit peu moins de 30 ans sur le pôle d'Antibes dans le haut niveau. Je me suis spécialisé sur différentes thématiques, différents domaines qui sont en lien avec la gymnastique et l'entraînement de haut niveau. Et je suis allé chercher des expériences, des connaissances, des savoir-faire. J'ai échangé avec des gens pas uniquement issus de la gymnastique, mais qui travaillaient dans ces domaines-là. Et j'ai passé différentes certifications, différents diplômes dans différents domaines. Mais au-delà du diplôme, c'était plus la formation et le savoir-faire qui m'intéressait pour me fabriquer, moi, de ma propre compétence adaptée à la gymnastique. Voilà. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans ton profil, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'entraîneurs qui vont chercher que dans leur discipline. Et toi, tu as cette ouverture d'esprit qui te permet d'avoir un profil quand même assez atypique et assez complet. Ouais, alors j'essaie d'être complet par rapport à ce dont j'ai besoin. En fait, chaque besoin que j'ai ressenti dans mon parcours d'entraîneur, j'ai aussi senti le besoin de combler ce besoin et donc d'aller développer une ressource. Et donc, j'ai eu pas mal de chance aussi de pouvoir intervenir très tôt à l'INSEP ou dans des colloques ou d'animer des accompagnements. On m'a proposé des choses parce que mon profil était un petit peu atypique. On m'a proposé des choses aussi. Donc, j'ai plongé parce que toute nouvelle expérience est bonne à apprendre parce que forcément, on en sort bonifié. Donc, j'ai plongé à chaque fois. Et bon an, mal an, petit à petit, j'ai augmenté mon portefeuille de compétences, au moins de savoir-faire. Et puis après, en essayant de faire en sorte que ça devienne des compétences et de pouvoir les mettre au service des autres. Et pas que dans la gym, aussi dans d'autres sports. Et donc, à la fois du point de vue physique, du point de vue de l'accompagnement mental aussi, puisque j'ai un executive master, l'executive master en accompagnement qui est développé et divulgué par l'INSEP, et développé par l'INSEP, et qui est certifié aussi par l'INSEP. Et donc, j'ai fait pas mal d'accompagnement.
du point de vue physique, mais aussi mental, et pas que dans la gym, dans d'autres sports aussi. Voilà, individuel, plus individuel parce que j'avais plus cette fibre un peu d'accompagnement, d'entraîneur de sport individuel. Voilà. Ok. Et Il tout faut à être l'heure, couteau suisse quand on est entraîneur de haut niveau. justement, tu m'avais Voilà. sorti une formule Ouais. quand on s'était appelé. C'était un entraîneur-chercheur, je crois, ou Entraîneur-trouveur. entraîneur-trouveur, voilà. Il y a les enseignants. Alors, il n'y a pas de scission ou d'opposition entre les deux. Il y a les enseignants-chercheurs, puis il y a les entraîneurs-trouveurs. Alors, quand on peut se situer en tant qu'entraîneur, à la fois comme entraîneur-trouveur, parce que tous les jours, on doit trouver des solutions pour nos athlètes. Et on ne peut pas le faire non plus sans des gens qui cherchent des nouvelles voies de développement ou d'évaluation. Et donc, les enseignants-chercheurs sont très intéressants aussi. Ce qui est le plus intéressant, c'est que les deux types de profils travaillent ensemble. Voilà. Généralement, les entraîneurs se rendent compte de choses et les enseignants-chercheurs ou les scientifiques tentent de valider la véracité ou la reproductibilité de ce que l'entraîneur sent. Et donc, l'entraîneur est toujours un petit peu en avance sur le chercheur ou le scientifique. Et voilà, mais les deux sont intéressants. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des différents laboratoires, différents chercheurs. Et ça a été intéressant parce qu'on a découvert des environnements dans lesquels moi, j'aurais pas été, ou des propositions d'exploration dans lesquelles forcément, j'aurais pas été. Et j'y ai découvert des choses qui ont amélioré ma vision, notamment sur l'imagerie motrice et le travail qui avait été fait avec le laboratoire de Lyon, l'université Claude Bernard de Lyon, et là, la personne de Christian Collet. Et effectivement, voilà, 2 ans de travail, 2 ans de protocole, 2 ans de collaboration qui nous ont ouvert des portes et des choses très intéressantes pour les mettre au service des athlètes. Donc, voilà. Alors, tu parles de Christian. Moi, j'ai eu la chance de recevoir Aymeric, qui est un peu son successeur, si on peut dire. Comment est-ce que toi, tu mets en place l'imagerie vraiment sur le terrain avec tes gymnastes? Alors, il y a eu la phase où j'ai eu besoin d'explorer cette thématique-là. En fait, l'équipe de France senior et l'équipe de France junior, entre 96 et 98, travaillaient avec un préparateur mental qui s'appelait Luc Guibert et qui travaillait sur les équipes de France, qui était basé sur Aix-en-Provence et qui avait une très très grosse connaissance sur le domaine de la visualisation, qu'on peut appeler aussi l'imagerie motrice. Parce que la visualisation, c'est déjà mettre ce domaine-là dans on va dire l'étiquette du visuel. Mais il n'y a pas que le visuel dans l'imagerie motrice. Il y a d'autres canaux qui sont utilisés aussi pour ce qu'on appelle la représentation mentale d'un geste ou le repérage dans un geste. Et donc, très tôt, j'ai travaillé avec lui. Et à ce moment-là, je faisais des cassettes VHS pour servir de support d'entraînement idéomoteur pour les athlètes. On travaillait avec des cassettes VHS. Je faisais les cassettes et je faisais les entretiens d'auto-confrontation avec Luc et les athlètes. Et donc, ça m'a très vite intéressé et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à aller explorer là-dedans. Et donc, une fois que cette préparation s'est terminée, moi, j'ai commencé à chercher là-dedans et j'ai commencé à développer mon propre cheminement d'exploration et ensuite d'exploitation. Et je me suis retrouvé alors déjà, à aller chercher toutes les connaissances qui étaient disponibles pour faire le tour de ce qu'on appelle la visualisation. Et puis, une fois que j'ai bien pris en main ces données-là, j'ai essayé en fait de développer des petites méthodologies, des petits outils d'évaluation, des façons de faire dans l'entraînement, des façons de faire en dehors de l'entraînement. Et puis, j'ai commencé aussi à me dire... puisque je considère que cette habileté mentale à visualiser, elle peut être entraînée comme une habileté physique, eh bien, il faut que ça s'entraîne. Et pour s'entraîner, il faut de l'évaluation, il faut des moyens de développement et puis des évaluations finales pour voir le progrès qui a été fait entre le point A et le point B, début, et milieu et fin de saison. Donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvé, par exemple, à faire des évaluations de la capacité de mes gymnastes. Donc, à ce moment-là, ils avaient à peu près entre 12 et 15 ans. Voilà. Et ce que je voulais savoir, c'était avant de leur faire de la visualisation, de l'imagerie motrice, est-ce que déjà c'était à la base de bons imageurs? Voilà. Comment? Parce que faire de la visualisation, l'imagerie motrice, c'est bien, mais d'abord il faut être capable de savoir ce que c'est qu'une bonne image, comment on travaille avec une image et quels sont les différents types d'images. Bref,
Et je me suis retrouvé à leur faire des petites initiations, justement, à ce que c'est qu'une image. C'est quoi une image? C'est quoi l'image du bon geste? Et puis ensuite, à utiliser on va dire les analyses techniques que je faisais avec nos vidéos on filmait dans la salle. Et ensuite, je mettais ça sur ordinateur et on faisait nos propres analyses ensemble autour de leurs vidéos, là-haut. Et puis après, je leur ai demandé de me dessiner les kinogrammes de leurs éléments. Et donc, les kinogrammes de leurs éléments, c'est-à-dire la progression de l'élément, mais en différentes images. Et donc là, j'ai commencé à me dire, il y a des choses à aller chercher là-dedans. Et donc, je les ai fait dessiner. Et en les faisant dessiner, je me suis rendu compte de choses. Que certains utilisaient beaucoup la gomme. Certains se levaient autour de la table pour pour dessiner. Certains tournaient même autour de la table. D'autres visualisaient, ils avaient les yeux en l'air, ils regardaient, je les voyais même mimer, et puis après, ils se mettaient au bout de 5-10 minutes sur le papier. D'autres partaient tout de suite sur le papier, et puis ils gommaient beaucoup. Et je me suis dit, il y a des choses. Et donc, j'ai commencé à faire des colonnes avec le long de mes gyms, et je les ai observés en train de dessiner leurs éléments qu'ils réalisaient dans le gymnase. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des bons imageurs, qu'il y avait des imageurs à dominant visuel, des imageurs à dominant kinesthésique. Certains ne bougeaient pas du tout, d'autres avaient besoin de bouger pour se représenter ce qu'ils voulaient dessiner, etc. Et j'ai fait quelque chose de tout ça. Et donc, j'en ai fait des moyens d'évaluation que j'ai ensuite présenté à des gens plus spécialisés et qui m'ont dit c'est un très bon moyen d'entrée. Et ce que tu as mis en place, effectivement, en les observant, tu te rends compte de la facilité ou difficulté pour certains à dessiner et que certains prennent certains canaux pour pouvoir le faire et d'autres vont prendre d'autres canaux. Et donc, tu as, on va dire, évalué la singularité de chacun d'eux dans leur capacité à dessiner, donc à travailler avec l'image de leur geste, donc à imager et donc à se représenter mentalement l'image de leur geste, soit en partant du visuel, des informations visuelles qu'ils avaient en mémoire, soit de leur information kinesthésique qu'ils avaient en mémoire. Et donc, j'ai pu identifier ce qui était plus à dominant visuel ou à dominant kinesthésique. Voilà. Sachant que on n'est pas toujours... Alors ça, je m'en suis rendu compte plus tard avec Christian Évry, qui est intervenu à la fin de notre protocole, mais je m'en suis bien vite rendu compte, c'est qu'on n'est pas exclusivement ou visuel ou kinesthésique. On est à un moment dans une dominance et on s'est rendu compte au bout de 2 ans de protocole que cette dominance ou ce moyen d'entrée du moment, soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique, on utilise très peu en gymnastique le gustatif, sauf qu'on se prend la barre dans les dents, ou l'olfactif quand on est dans une difficulté, qu'on est... On est mal parti et que ça pue. Donc là, effectivement, on est sur le canal olfactif. Je vais le dire comme ça. Non, on est sur 3 canaux. Et dans chacun des 3 canaux, on a deux sous-canaux, l'externe et l'interne. On en parlera un petit peu après. Et donc, on est en fonction du degré d'apprentissage, du type de travail dans l'espace avant ou l'espace arrière que l'on réalise. Si on est droitier ou gaucher, si... En fonction de l'agrès, nous on a 6 agrès, et en fonction de l'agrès, et en fonction du niveau de stress, on peut varier dans le canal qui va nous permettre de rentrer dans l'imagerie de la difficulté qu'on en a à faire. Dans l'imagination de l'image, dans la pré-représentation, ou dans la représentation, avant l'action, on peut utiliser différents canaux qui sont en fonction de toutes ces différentes situations-là. Et en fonction des 6 agrès. Donc, la chose dont je me suis bien rendu compte au bout de 2 ans de protocole, et puis en gros, c'était au bout de 7-8 ans de recherche, mais qui ont été fluctuantes, c'est que c'était très complexe. Et que si on voulait tirer une méthode A plus B égale C, ça fonctionne comme ça, il faut tel prérequis, ça fonctionnera comme ça. Derrière, si tu ajoutes ça, c'était pas possible. Par contre, d'avoir cette vision de cette multiplicité de types de fonctionnement, de types de représentation avec différents canaux, la chose que je me suis rendu compte, c'est que moi, je devais être le plus adaptable possible en fonction des athlètes que j'avais en face de moi parce qu'eux changeaient tout le temps. Et que moi, je devais être capable de l'évaluer d'une manière très rapide ou de le voir ou de l'entendre dans leur discours, dans leur manière de descendre de l'agrès ou d'y remonter.
et de voir que là, je pense qu'il est sur tel canal. Et moi, dans mon intervention, dans le conseil que je vais donner, ou dans l'éducatif, ou dans le petit renforcement que je vais donner, je vais essayer de rentrer dans ce qui lui parle à ce moment-là. Si le mec, il est sur du domaine, je vais prendre un exemple, s'il est sur du kinesthésique, pour que ça soit encore plus simple, plutôt que de lui montrer une image sur un téléphone, je vais le prendre, on va monter sur la grès et je vais essayer de lui faire sentir ce que je voudrais qu'il arrive à faire, ou à contrôler, ou à diriger. Et c'est un petit peu ça, nous, la gym, si on veut parler de gym, la gym, c'est quoi? Dans une vision la plus simple, c'est juste une production d'image. On produit une image. La vitesse, la hauteur. Alors, il y a sur certains agrès, c'est des critères de notation, hein. Pas la vitesse, mais la hauteur. C'est plus une forme une morphocinétique du geste qui est évaluée par un code de pointage avec des juges qui nous notent. Ça doit être fait comme ça parfaitement. Si c'est fait comme ça te coûte tant de dixièmes, etc., etc. C'est comme dans le patinage, etc. Mais si le mec il fait sa lune double avant demi-tour au saut de cheval, arrivé à 7 mètres de longueur et celui qui l'a fait à 3 mètres, il n'y a pas un bonus pour celui qui aura fait 7 mètres. Donc, et les forces qui sont mises, on va dire, pour réaliser le geste, évaluées en Newton, ce n'est pas un critère d'évaluation. Donc nous, la gym, c'est une production d'image. Elle correspond à un standard. Oui, non. Plus tu t'éloignes de standard, plus ça te coûte de dixièmes et donc des points. Et donc le plus parfait, c'est le champion. Quand on est champion olympique, champion du monde, hein, c'est qu'on a été plus parfait que les autres. On est parti sur plus haut et on est le plus parfait possible. C'est-à-dire que la manière de faire, le visuel du geste correspond à la perfection. Et donc nous, le travail, c'est d'arriver à ce que l'athlète, en autocontrôle, par les informations qu'il véhicule, qu'il se produit lui-même et qu'il véhicule dans son propre corps, sache que quand il sent ça, cela produit telle image. Et de réconcilier une ou plusieurs sensations vécues en même temps qu'on est en train de les contrôler, et que ces sensations produisent cette image. Et que si cette image est parfaite, je sais que le juge va la voir parfaitement. Et donc que pour produire cette image parfaite, visuelle, jugée par quelqu'un d'extérieur, c'est ça les sensations que je dois tout le temps sentir pendant que je réalise. Pour autant, chaque jour, je suis dans une situation différente, je suis dans une forme mentale différente, dans une forme physique différente, je suis plus ou moins explosif, plus ou moins dans un état différent, je suis dans une situation tous les jours différente. Pour autant, je dois reproduire le plus possible, tous les jours, ce geste qui va être évalué par un juge de la même manière. Moi, je suis différent, mais je dois produire toujours la même chose. Donc, je dois apprendre à m'auto-contrôler, m'auto-évaluer, m'auto-connaître. Je dis auto, c'est pas très français, mais pour arriver à m'adapter, à produire toujours ce geste. Et donc, comment je me représente ce geste? Je peux le faire d'une manière visuelle, auditive ou kinesthésique. Exemple, au cheval d'arçon, où le mec tourne sur les poignets, le bruit de ses mains sur le cheval. Si vous avez un cheval qui est plein, il va très peu faire de bruit. Si vous avez un cheval qui est creux, la pose des mains sur le bois va résonner. Et bien, certains athlètes se calent sur le rythme de leurs mains pour pouvoir diriger la dynamique de leur mouvement. Un praticable comme ça, qui est posé sur du sol dur, fait du bruit. Quand c'est posé dans une grande salle de compète comme à Bercy ou sur les championnats du monde, sur un podium avec des moquettes, le bruit est atténué. Quand vous avez dans une salle comme à Rio 30 000 personnes qui vous crient dessus pendant que vous faites, ou à Bercy, un athlète qui court au saut de cheval, qui a l'habitude d'écouter le bruit de ses pas pour réguler sa course, et que vous avez 12 000 personnes dans la salle de Bercy qui vous crient dessus et vous n'entendez plus vos pas. Vous ne les sentez plus et vous ne les entendez plus. Donc vous vous coupez de ce retour d'information et pour autant, il faut faire le même saut que d'habitude. Donc, voilà, c'est ça les situations extrêmes. Et donc tout l'entraînement en utilisant l'imagerie motrice, c'est produire les images qui vont nous aider à produire la perfection le plus de fois possible. Parce que plus on va le répéter, plus ça va devenir un mode automatique. Et que sans ces informations, parce que le cerveau et le corps aura enregistré par un nombre incalculable de répétitions, aura enregistré et pourra même se couper de ces informations qui auront servi au départ à les développer, le corps sera entraîné à passer en mode automatique. Oui, tu vas automatiser ta boucle de rétrocontrôle finalement sur toutes tes sensations, etc. Ça devient inconscient. Exactement. Et donc, je vais
pour avoir une image, encore une fois, moi j'utilise beaucoup des métaphores. Je suis entraîneur de gym, donc j'utilise forcément des images, des métaphores, des bruits, des sons, des sensations, etc. Mais pour faire une bascule montée à l'ATR, voilà, par exemple, je prends un élément simple, un débutant, il va activer les 3/4 de son corps, alors qu'à la fin, il va peut-être en utiliser que 15%. Parce qu'il va apprendre à être économique et certaines parties qui s'activent mais qui ne servent à rien, elles vont s'éteindre, elles ne vont plus rentrer dans la dynamique de production du geste. Et pour le cerveau, c'est pareil. En début d'apprentissage, un expert, il va mettre peut-être 15-20 aires ou parties de certains de ces aires du cerveau en action pour pouvoir réguler le geste. À la fin, quand on est expert, on en met 3 ou 2. Parce que le corps, plus il apprend à être économique, à passer de l'efficacité à l'efficience motrice et cognitive. Parce que la pensée bloque l'action, parce que la pensée coûte de l'énergie, le cerveau dépense du sucre, et que le corps humain, lui, son travail, c'est d'apprendre à faire en s'économisant. Et ça, c'est une belle machine. Et ça, il faut fonctionner dans cette optique-là, parce que le corps, c'est ce qu'il connaît le mieux, apprendre à fonctionner à l'économie. Mais pour produire un niveau de performance. Donc, c'est la répétition qui va apprendre au corps et au cerveau à devenir économique, à éteindre certaines parties du cerveau qui n'auront plus besoin de se mettre en activation et donc de dépenser de l'énergie pour réaliser le geste. C'est ça l'objectif de l'entraînement idéomoteur. L'entraînement mental avec de l'imagerie. Alors je pourrais expliquer après comment moi j'ai fait. Ce que j'ai développé comme outils, qui étaient des outils d'entraîneur-trouveur. Moi, j'ai pas un laboratoire avec des capteurs cérébraux, etc. Non, nous, on a travaillé avec le laboratoire de Lyon, on a fait du travail avec le capteur Emotion, on a développé des choses, on a évalué des choses. Et ces typologies, c'est la spécificité des typologies sur les différents agrès propres à chaque athlète, on les a mis en lumière. Et avec ça, moi, j'ai monté des scripts d'entraînement où, en dehors de l'entraînement gymnique, où il y avait ce retour feedback avec ce dont je savais, les informations qui étaient plus prégnantes, qui parlaient plus à mes athlètes, je les connaissais. Je savais si tel ou tel athlète était plus à dominante visuel externe ou visuel interne, au sol, aux arçons. Et donc, je lui parlais avec un langage de visuel externe ou visuel interne. Si je dis à quelqu'un, est-ce que tu sens ce que je te dis ou est-ce que tu vois ce que je te dis, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. Et quand en plus tu associes le geste, est-ce que tu sens ce que je te dis, et qu'au moment où tu lui dis est-ce que tu sens ce que je te dis, et que tu mets la main en kinesthésique externe à l'endroit qu'il doit sentir, voilà, quand on part ou on manipule un athlète sur les agrès comme vous avez filmé ce matin, quand on aide l'athlète, on imprime une sensation en kinesthésique externe. C'est moi qui fixe un point de rotation ou qui manipule l'extrémité des jambes pour lui faire donner une accélération, une direction. Donc, ce qu'il doit un jour faire seul, moi, je le fais pour lui. Lui va le sentir qu'à ce moment-là, et comme ça, il faut accélérer dans cette direction. Et à un moment donné, au fur et à mesure des jours et des semaines d'entraînement, moi, quand je manipule cet athlète, je sens qu'en fait, il s'échappe de mes mains, comme un athlète à qui vous tenez la selle, et qu'à un moment donné, vous sentez que, en fait, vous tenez la selle, il est sur le vélo, vous tenez la selle de votre enfant, puis à un moment donné, ça ne sert plus à rien de tenir la selle, parce qu'en fait, il tient en équilibre, et vous lâchez la selle, et il part tout seul, et il sait se driver. L'athlète, c'est exactement pareil. À un moment donné, moi, ma manipulation, elle ne sert plus à rien. J'ai fait du kinesthésique externe, il en a fait du kinesthésique interne, avec ou pas les repères visuels pour arriver à savoir dans quelle direction shooter, à quel moment, etc. Ça, on en parle après, dans d'autres entretiens. Mais lui, il sait driver son geste. Et donc, l'entraîneur, il se retire, et il n'a plus rien à faire. Et le mec, il répète tout seul. Et voilà. Et donc, c'est tout ça. Et nous, c'est de l'image, de la sensation. Et après, j'ai mis en place des entraînements idéomoteurs avec des fiches. C'était 20 minutes par soir. Et j'avais monté je filmais à ce moment-là mes athlètes, par exemple, 6 mois avant une compète. L'athlète avait son mouvement de compétition qu'il devait faire dans 6 mois. Sauf qu'il l'avait... Alors à ce moment-là, c'était des CD-ROM. Ça évolue. Voilà, ça date. C'était des CD-ROM. Il avait son mouvement complet que moi, j'avais filmé en 3 parties que j'avais monté sur un banc de montage.
en essayant de faire le moins de coupures. Donc j'avais des règles pour filmer. Il fallait que je filme plus le soir, quand il y avait moins le soleil qui tournait, donc qui changeait la luminosité. Il fallait que les 3 rushs de son mouvement complet de compétition soient faits en moins de 10 minutes pour que la luminosité soit aussi la moins différente possible. Et ensuite, je faisais les montages. Et le mec avait 6 mois avant sa compète, le mouvement sur CD-ROM complet, sans savoir le faire, parce que physiquement trop dur. C'est-à-dire qu'en image, il avait son mouvement complet, fait par lui-même. Autre chose très intéressante, il faut que ça soit autoréférencé. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'utilisation d'autres images de gens externes ou des bonhommes fils de fer. Et il n'y a rien de mieux que de se voir soi-même. Parce que là, on a des biofeedbacks, complètement, des biofeedbacks qui sont, et des points de repère qui sont propres à soi et que la personne seule peut capter. Et donc, ils avaient ce mouvement de compétition, incapable de le faire physiquement, mais par contre, ils l'avaient sur CD-ROM. Et ils pouvaient faire tout son entraînement mental, ce que j'appelle l'entraînement idéomoteur, de répétition mentale, avec des objectifs précis. L'un des objectifs prioritaires, c'était le respect de la chronométrie mentale. C'est-à-dire que si son mouvement durait 42 secondes au cheval d'arçon ou 57 secondes au sol, il devait apprendre à, je vais le dire, visualiser, à s'imaginer son mouvement en mode visuel ou kinesthésique, les yeux fermés, dans le même timing que la réalité. On s'est rendu compte que les problèmes de chronométrie mentale peuvent agir sur la manière de faire et que l'environnement de pression extérieure agit aussi sur la vitesse de représentation mentale. Ouais. Donc, il faut apprendre aussi à contrôler tout ça pour que, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve, on arrive à contrôler son process d'imagerie pré-activante avant la compétition. Voilà. Donc, c'est des petites bribes, des petits tips que je vous donne, mais la chronométrie mentale, et certains athlètes, par exemple, pour un mouvement de barre fixe qui durait 35 ou 36 secondes, donc ils avaient des répétitions à faire, ils s'auto-chronométraient ou ils travaillaient avec leur ordinateur et ils lançaient le process de visualisation. En même temps, ils appuyaient sur la touche play et ils vérifiaient s'ils étaient en avance ou en retard. Et ils s'entraînaient en fait à rentrer dans la bonne chronométrie. Et il y a tout un tas de petits critères comme ça qui sont importants pour donner de la qualité à l'image du geste qui est utilisé. Le respect du timing, le respect des couleurs, le respect des proportions. Et donc, plus l'athlète s'entraîne à utiliser ces images, plus il devient expert de ses propres images. Voilà, ça devient presque le petit cinéaste des films de sa performance. Parce que nous, encore une fois, on produit un film qui va être évalué par un juge. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, aujourd'hui, c'est inconcevable de faire de la gym sans utiliser les tablettes ou les téléphones portables. Avant, on avait les caméscopes VHS, après on avait les caméscopes, petits caméscopes, et maintenant, c'est facile, c'est avec un téléphone, on balance en airdrop, machin, boum, boum, on caste sur la télé, on regarde, on fait les analyses. On a utilisé des super logiciels, je ne vais pas citer de nom, mais très connus, voilà, pour faire des kilogrammes, pour faire des simulcams, pour faire des slow motion, des straw motion, voilà, pour décortiquer l'image, pour bien en prendre pour bien en évaluer toute la précision. Puis après, une fois qu'on est rentré dans le microscope de l'image, on défocalise et on reglobalise tout ça pour que ça soit utilisable facilement à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, on a des athlètes qui... Ça doit percuter, quoi. Tu lui dis 1, 2 mots, c'est des mots ancrage, boum, il pense que ça lui rappelle qu'il faut qu'il sente ça, hop, et le mec, il repasse en mode automatique, paf, et ça déclenche chez lui ce qu'on appelle des ancrages qui déclenchent des actions, mais ça se fait par des images. Voilà, donc l'image, elle est présente partout chez nous. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est si le gars, où est-ce qu'il en est dans son apprentissage. Si aujourd'hui, ce qui le préactive mieux, c'est le mode visuel externe ou visuel interne, kinesthésique externe ou kinesthésique interne, ou auditif. Et on n'est jamais soit l'un, soit l'autre. On est tout, et en fonction du moment, de l'environnement de pression extérieure, de l'agrès et de sa situation dans l'apprentissage de l'élément, on a une dominance, et derrière, on en a d'autres qui viennent vous aider, mais on a une porte d'entrée. Voilà. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a des portes d'entrée qui sont intéressantes en fonction des situations. Je prends un exemple.
l'imagerie en mode visuel interne et kinesthésique interne, dans une plus grande proportion, l'aspect interne, est plus activante en termes et plus déclencheuse d'un niveau d'activation qui est haut. L'image externe est activante, mais à un degré moins haut. Donc les gens qui sont stressés ou les athlètes qui sont stressés en compétition, il y a plus d'intérêt à les faire imager d'un point de vue externe, où le niveau d'activation va monter moins haut, il va dépenser moins d'énergie pour lutter contre cette hyperactivation. On a plus intérêt à les faire imaginer en mode externe plutôt qu'en mode interne. En mode interne, ça va les faire entrer trop dans leur... et les ramener dans ce qui est collé à ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire le stress, la pression du résultat, etc. Si on le fait d'un mode externe, on a un niveau d'activation, et ça on l'a évalué, on a un niveau d'activation qui est moins haut. Par contre, les gens qui sont un peu léthargiques en compétition ou dans la situation d'une compète, le mec, vous le sentez léthargique, le process d'imagerie pré-activation avant de monter sur le plateau, avant d'aller en compète, ça serait plus sur un mode kinesthésique interne qui, elle, va faire monter le niveau d'activation, plutôt qu'un mode un petit peu désengagé ou un peu trop objectif en externe. Si vous avez besoin de réveiller le mec, effectivement, vous allez activer son système plus orthosympathique, donc vous allez le stresser un peu par une imagerie plus interne plutôt qu'externe. Ok. Voilà. Ça, c'est des petits tips, ça, tu vois, qu'on s'est rendu compte. Et... J'aime beaucoup ta vision parce qu'elle n'est pas binaire. Et non. On essaye souvent de, quand on vulgarise quoi que ce soit d'ailleurs, on a tendance à être très binaire. C'est aérien-terrien, kinesthésique, visuel. Mais on oublie souvent qu'on switch de l'un à l'autre en fonction de situation, en fonction de notre fatigue, de notre état. Et donc, je trouve qu'on a un manque en fait, à faire ce genre de raccourci-là. Et j'aime beaucoup ta vision de dire, en fait, de temps en temps, on est l'un, de temps en temps, on est l'autre, d'un agrès à l'autre, d'une compétition à l'autre, d'un entraînement à l'autre. Exact. Même d'une répétition à l'autre. Et d'une répétition à l'autre, effectivement. Si on veut aller dans l'extrême, chaque répétition, c'est une première répétition. Chaque essai est un nouvel essai. Bien sûr qu'on va utiliser l'essai d'avant, ou l'expérience, ou ce qu'on a. Mais la situation que l'on s'apprête à vivre, elle est singulière au moment où elle se passe. Et elle ne se passera plus jamais comme ça. Elle s'est passée, on va en tirer quelque chose, et plus jamais elle se passera comme ça. Et donc, la progression dans l'entraînement et mettre de l'intelligence dans l'entraînement ou se doter de moyens d'évaluation dans l'entraînement, c'est chercher des moyens qui nous permettent de savoir comment on s'est adapté sur le moment présent. Qu'est-ce que l'on a mis en place? Cette espèce de, comme tu disais tout à l'heure, de biofeedback, d'auto-analyse. Quand il se passe ce genre, et pour arriver à se dire, quand il se passe ce genre de situation, ma voix serait là-dedans. Ce n'est pas la solution unique, mais ma voix est là-dedans. Ce qui fait que je réduis le champ des possibles de mes solutions, et donc j'économise, je fais l'économie d'un certain nombre d'essais complètement idiots, illusoires ou à côté de la plaque. Et quand plus je me connais, plus je sais, en fonction de la situation, comment je vais faire pour m'adapter. Et donc, j'élimine un certain nombre de clés sur mon trousseau d'essais qui vont me faire dépenser de l'énergie inutilement. Et là, je passe de l'efficacité dans l'entraînement à l'efficience dans l'entraînement, avec de l'économie. Et plus j'arrive à m'adapter et à être habile dans l'utilisation de mes capacités, plus j'arrive à répondre à toutes les situations compétitives. Et là, je passe de l'habileté à la compétence. Ouais. Et tout notre process d'entraînement, c'est d'arriver à faire émerger ces capacités, à devenir habile à utiliser. Et ça dure, pour des gymnastes masculins, c'est entre 10 et 15 ans de travail pour passer de l'habileté à la compétence. Que ce soit du point de vue physique, du point de vue mental. Parce que pendant 15 ans, ils vont passer dans une situation pré, in et post-puberté. Et là, je rejoins ce que disait Sébastien dans son podcast. Moi, mes athlètes, j'ai eu la chance d'avoir des athlètes que j'ai eu à 11-12 ans et que j'ai suivis jusqu'à 20 ans. Donc, on a traversé ces 3 phases ensemble. Et j'ai vu qui ils étaient à 12 ans, qui ils sont devenus à 15 ans, et qu'est-ce qu'il en est resté ou qu'est-ce qu'ils sont devenus de mieux à 20 ans. Et donc, ces mecs-là, tu les as pendant 8 ans ou 9 ans. Et donc, tu vois, et tu les suis.
Et donc, ça te donne des idées sur le niveau de transformation dans tous les domaines. Là, on sort de l'imagerie, mais dans tous les domaines. Bien sûr. Mais encore une fois, nous, en tant qu'entraîneurs de haut niveau, on n'aura jamais, on n'a pas des clones. Chaque individu a sa singularité et est différent. Nous, notre boulot, c'est d'être suffisamment ouvert, adaptable, couteau suisse, évaluateur, suffisamment large dans notre champ de vision. Doit être, voilà, c'est visions crapaud, hein, je ne sais pas combien, 180 degrés, et avoir suffisamment de couleurs sur notre palette pour pouvoir dire à l'athlète, c'est par là que tu dois aller. Je ne dis pas que la solution, elle est là, mais c'est par là que tu dois aller. Parce que je te connais, et c'est là où on l'aide à se connaître. Voilà. Parce qu'au bout du compte, celui qui doit se connaître le mieux, c'est l'athlète. Le premier entraîneur de l'athlète, c'est celui qui est là-dedans, c'est celui qui est là-dedans. Le premier entraîneur, c'est lui. Nous, on est le deuxième, ou troisième, ou quatrième, parce que ça dépend, voilà, s'il y a eu d'autres entraîneurs qui sont intervenus avant avec lui. Et nous, on est là juste comme des guides, on est que des outils. On est autant un outil qu'un praticable ou un banc de musculation. On est là on est un outil de leur développement. Mais encore faut-il les aiguiller ou les aider à apprendre à s'entraîner eux-mêmes. Ne plus venir à la salle se faire entraîner par un entraîneur ou par un expert, mais venir s'entraîner eux-mêmes avec l'aide d'un entraîneur ou d'un expert, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc je me suis retrouvé, pour revenir sur le thème, à leur donner les bases de c'est quoi un mec qui fait de la visualisation, c'est quoi être visualisateur, c'est quoi une bonne image, c'est quoi, et on a utilisé leurs vidéos, machin, etc. Je leur ai fait des cours de biomécanique. Je leur ai dit, à toi, je vais te demander de faire le temps à tel moment et toi, parce que toi, tu es différent de lui, il est tout petit, très tonique, et toi, tu es tout grand et tout mou. Pour autant, vous devez faire le même élément. Il y a une technique à faire, sauf que toi, tu vas la faire de cette manière-là et toi, d'une autre manière. Il y a une technique, une mécanique du geste, et puis il y a une adaptation biomécanique propre à chacun. Alors, c'est bien qu'eux, ils suivent, hein, quand ils ont 14 ans, 15 ans, ils disent « Ouais, ok, je vais faire comme ça et tout ». Mais plus vite il le comprend, plus vite il comprend qui il est et comment il peut apprendre à se driver, plus vite vous pouvez lâcher la selle et il va rouler tout seul. C'est ça, l'objectif. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes, mais un bon conducteur d'eux-mêmes le plus tôt possible. Si ça arrive à 26 ans, 27 ans, quand le mec il arrive dans la dernière partie de sa carrière, pas de chance. Par contre, s'il le devient entre 20 et 22 ans, il y aurait 6 ans derrière. Là, on peut dire que le mental est à égalité du physique, que la carrosserie, que le moteur est à l'égal de la carrosserie et qu'on a un moteur de Formule 1 dans une carcasse de Formule 1. Et que là, on va aller faire des courses. Voilà. Avant 22-23 ans, le cerveau n'a pas trop fini de maturer. Tu construis le moteur. Voilà, on construit encore. On est en construction. Voilà, on est en construction physique et mentale. À partir de 21-22 ans, les lobes préfrontaux, c'est fini, le cerveau a fini de maturer. Allez, on a la carcasse, on a le pilote, on a tout. On peut aller faire des courses de Formule 1. Et tout ce qu'il y a avant, c'est de la construction, qui respecte différentes phases, parce que on construit pendant 12 ans, mais avec différentes périodes. Et sur toutes les qualités qui sont nécessaires dans le haut niveau en gymnastique, on a des périodes préférentielles. On l'a vu avec Sébastien, il l'a très bien expliqué. Que ce soit dans le physique ou dans le mental, c'était exactement la même chose. Parce qu'on a un être qui est systémique. On ne peut pas couper le physique du mental et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, et l'un a automatiquement une incidence sur l'autre et l'autre sur l'un. Aujourd'hui, on fait de la préparation mentale en rentrant par le physique pour agir sur le mental et on rentre aussi par le mental pour agir sur le physique. Voilà, donc c'est tout ça. Et quand on est entraîneur de haut niveau et qu'on... Moi, je sais que je ne sais pas tout, mais je sais que tout ça, ça existe. Et donc, la chose que je sais, c'est demain, tu vas peut-être trouver une nouvelle solution que tu n'as jamais imaginée depuis 25 ans. Donc, il faut être ouvert à ça, il faut être prêt à ça. Et il faut être capable de se dire, ouais, demain, il y a un tel, il va me faire découvrir un truc sur lui-même qui va peut-être me servir un jour pour d'autres. Et ça, on le voit. Là où ce qui est frappant, c'est quand on les voit se coacher entre eux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'entraînement. Ils discutent entre eux, ils se donnent des techniques. Et ils disent de manière simple. Ils le disent. Moi, quand je fais le 4 chefs, quand je fais ça, je sens ça, ça. Et ça m'a aidé. Là, ils donnent des tips, des moyens tout prêts. Et quand il n'y a rien de plus puissant que quand ils se parlent entre eux. Parce que nous, quand on leur parle, moi, j'ai 52 balais, ça fait longtemps que j'ai fait 4 chefs, machin, tout ça. Ils disent, OK, il a la connaissance, il a l'expérience, hein, mais les mots, la communication,
la métacommunication, la paracommunication, la communication. C'est trois. Si c'est pas clair pour le mec qui vous écoute, si ça l'active pas, il entend le bruit que vous faites, il entend ce que vous dites, mais il n'écoute pas l'information que vous lui donnez. Et alors que quand ils se parlent entre eux, il n'y a pas de filtre et c'est du cache-cache et pas du cache-cache à se courir après, mais c'est du. Enfin voilà, il n'y a pas de filtre et ça capte tout de suite. Et le mec, il monte sur la grève et il essaie exactement ce que lui a dit son collègue. Toi, tu vas mettre 6 mois avant qu'il fasse une fois ce que tu lui demandes. Tu lui as fait imager, tu lui as fait répéter, tu l'as manipulé, machin. Et le mec, il a la trouille, quoi. Il a la trouille, il a peur parce qu'il va se prendre la barre, il peut se prendre la barre dans la tête. Et je le comprends. Et toi, tu es là, tu es frustré pendant 6 mois, tu t'empestes, tu as la boue dans le ventre. Il peut le faire. J'ai un athlète, il a mis 2 ans à rattraper un lâcher de barre. 2 ans. Il le faisait, il mettait les mains dessus. Il ne pouvait pas la garder dans les mains et la rattraper. 2 ans. Il n'a pas lâché pendant 2 ans. Il l'a fait à l'INSEP il y a 6 mois. Depuis, il n'a plus refait. Il s'est tellement fait peur, mais il va y revenir. Mais en fait, il faut laisser. En fait, c'est comme des plats. Des fois, ils sont meilleurs réchauffés. Voilà. Et là, il faut être capable de dire sur un plan de carrière, bon, ça, on va le laisser de côté pour le moment. On a commencé, mais si on force dans le truc maintenant, c'est mort. Il y a un blocage qui se fait. Il y a un blocage qui se fait et là, ça va devenir, d'un tout petit point peut-être problème, ça va devenir un énorme point problème. Donc là, il faut mieux laisser et dire un jour, on y reviendra. J'ai un athlète, là, Léo Saladino, il a une aversion complète contre la barre fixe. Il a un préparateur mental uniquement pour faire la barre fixe. C'est-à-dire pour qu'il accepte de travailler de l'acrobatie à la barre fixe parce qu'il a peur. Il a pris des gamelles étant jeune et il a peur. Et si je fais le bourrin et que je fais le forcing, etc., et que je ne suis pas ingénieux dans tout ce que je peux utiliser pour essayer de l'amener à faire une répétition de plus, une répétition un peu mieux contrôlée, bah, je tape à côté. Ça ne peut pas marcher. Et il est en train d'augmenter, au bout de 3 ans de travail, son programme de barre fixe parce que objectivement, il a compris que s'il devenait meilleur en barre fixe, il serait meilleur au concours général et au niveau européen et mondial. Et donc, c'est-à-dire qu'il est en train de s'approprier cette nécessité à travailler plus à la fixe. Et donc, elle commence à ne plus dépendre de moi, mais c'est lui qui a cet autodiscours. Et là, quand on arrive à faire ça, que ce soit par le physique, l'imagerie, tous les domaines d'entraînement, dans tous les facteurs de performance, quand on arrive à faire ça, ça veut dire que le mec s'approprie cette nécessité de développement. Et là, il va y mettre une énergie qui est 2, 3, 4, 5, 10 fois supérieure que si vous l'obligez à le faire. Motivation intrinsèque. Et c'est là Pardon, c'est là les leviers de la motivation et c'est là où le mec apprend à s'entraîner, en fait. Il ne vient plus à la salle se faire entraîner en attendant des solutions toutes faites ou des baguettes magiques. Il y en a qui croient encore que... Voilà. Et qui vient à la salle s'entraîner et qui développe tous les jours. Et c'est ce que je disais tous les jours à Léo. Je dis, t'es pas un écran, t'es pas un clavier informatique. Un clavier, je vais appuyer 4000 fois sur la touche P. 4000 fois, le P va apparaître sur mon écran. Bah toi, tu vas appuyer 2 fois sur la touche de ce que tu as compris et le passage d'avant. Et bah ça va pas sortir le même passage. T'es un être humain, t'es pas un écran d'ordinateur. Et il faut beaucoup de répétitions pour apprendre à automatiser et à faire ou à réaliser de la meilleure manière. Donc, et l'imagerie sert à ça, à gagner du temps. Voilà. Ouais, donc les gymnastes, c'est vraiment des personnes qui finalement ont développé un sens kinesthésique extrême, un peu comme les danseurs et je vais penser à la natation synchronisée ou même à la patrouille de France. Exactement. C'est des athlètes qui m'intéressent d'ailleurs. J'espère bientôt avoir les skieurs acrobatiques. Voilà, dès qu'il y a de la natation et finalement des habiletés fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes externes, si ce n'est le stress, le public, etc. Mais il n'y a pas d'adversaire. Voilà. Comment, alors je ne sais pas comment poser cette question, mais finalement ton plus grand adversaire c'est toujours toi. Mais quand tu es confronté à quelqu'un en face, ça peut être lui finalement pendant quelques secondes, quelques minutes. En gym, c'est pas du tout ça. Voilà. Mais j'ai quand même une question. Quand tu fais un concours général, tu vas regarder généralement tes adversaires. Ouais. Est-ce que ça peut avoir une influence sur ta performance ou pas ? Ça peut changer ton environnement de production de performance. Ouais. C'est-à-dire que ça peut te plomber le moral
ou parce qu'il est tombé, ça peut te dire ah, il est tombé, normalement il devait me battre et donc je peux le battre. Et donc ça va changer ton environnement de production. Ou alors ton adversaire ou tes adversaires font un concours magnifique et te mettent une chape de plomb sur la tête et tu te dis ils te cimentent dans l'impossibilité de les battre. Et donc là tu vas là t'es un peu tu vas un peu comme à l'abattoir, tu vois. Pour autant c'est un environnement de mise en action. Après, ce qu'on fait, ce qu'ils font à haut niveau, c'est dangereux. Donc, tu reviens vite tu te reconcentres vite sur toi-même et ta capacité et ton habileté à faire. Parce que quand tu te balances sur une barre fixe qui a 2 mètres de haut et puis que tu envoies 2 saltos au-dessus de la barre, donc tu montes quasiment à 4 mètres, et que si tu loupes la barre, tu tombes de 4 mètres et tu te fracasses par terre, quoi. On l'a vu avec des grosses chutes. Samir El Saïd au jeu de Rio, voilà, quand il loupe son saut, c'est fracture tibia-péroné, clair et net, il n'y a pas 2 essais. C'est clac, ça pète, et puis voilà. Donc, et puis il y a eu des blessures très graves. Voilà, quand tu tombes sur la nuque, tu peux finir en chaise roulante. Et la gym, c'est pas un sport dangereux, mais c'est un sport à risque. Voilà, c'est comme dans tout sport de haut niveau. Mais on s'envoie en l'air quand même. Il y a de la trajectoire, il y a de l'aérien. Donc quand tu montes, généralement, tu redescends. Il vaut mieux arriver sur les pieds. Il vaut mieux redescendre aussi. Voilà, il vaut mieux partir des pieds ou partir des mains, arriver sur les mains ou arriver sur les pieds. Donc non, oui, on se reconcentre très vite sur soi. Et voilà, pour revenir dans le contrôle de son geste. Parce que si on le fait d'une manière incontrôlée, voilà, on rate et ça peut être dangereux. Après, il y en a qui, voilà, pendant une compète, se disent tiens, je vais essayer de faire ça un peu plus haut ou d'une manière différente que ce qu'ils ont l'habitude de faire à l'entraînement. Et là, on sort du connu et là, c'est prendre un risque. Voilà, c'est pile ou face, alors qu'il y avait quelque chose qui était contrôlé à l'avance. On a l'habitude de dire, nous, toutes ces prises de risque, entre guillemets, elles se font ici, à l'entraînement. Vous voyez, il y a des tapis dans tous les coins, il y a des fosses, il y a le mec, s'il tombe de la barre fixe ou des anneaux, il tombe dans un tapis mou, il se fait pas mal. Donc, toutes ces essais, ces prises de risque, ces manières de faire qu'on a envie de tenter, d'essayer ou en cherchant des nouveaux repères. Quand on cherche un nouveau repère, on s'engage dans quelque chose, dans un inconnu du moment. On va essayer d'y trouver un repère. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a autant de protection dans nos salles, parce qu'on passe notre temps à les sortir de leur zone du connu pour qu'ils exploitent des terrains inconnus dans la manière de faire. Et ça peut être dangereux. Donc, c'est pour ça que les entraîneurs ne sont toujours pas très loin. S'il y en a un qui va finir sur la boîte, l'entraîneur intervient pour qu'effectivement le repositionner, qu'il tombe le moins mal possible ou qu'il ne tombe pas sur la nuque. C'est pour ça que l'entraîneur n'est jamais très loin avec les petits, on est tout le temps à côté avec les jeunes. Parce que ça peut être dangereux et le mec peut se fracasser par terre. Donc, voilà, l'objectif, c'est de faire ni plus ni moins que ce que l'on a développé à l'entraînement. On part en compète avec un certain mode stéréotypé ou automatique de la production d'un geste qui va s'additionner avec d'autres gestes, qui va constituer un mouvement. Et on a peut-être fait 50, 100, 200, 300 répétitions de ce mouvement. Et le jour J, on lève le bras et on le fait de la meilleure manière possible avec l'ingrédient des 300 ou 400 répétitions que l'on a fait depuis 5-6 ans. Voilà. Et c'est un one-shot. Donc, on n'invente rien le jour J. On invente avant, on cherche avant, on invente, mais le jour J, on n'invente rien. Mais tu reproduis ce que tu sais faire. Ni faire. plus, ni moins que ce que l'on connaît le mieux possible. Et si on l'a bien développé et qu'en se basant sur ces sensations kinesthésiques, on sait qu'en sentant ça, cette manière de faire, je produis cette image qui, quand le juge va la regarder, correspond au standard de la perfection. Et quand je fais comme ça, j'ai 0,1 de faute. On a fait notre boulot. Le gym a fait son boulot. Mais il n'a que le retour d'information kinesthésique et un peu visuel, dans ses points de repère extérieurs, pour se dire, je suis dans ce que j'ai l'habitude de faire, qui est bien. Voilà. Et le jour de la compète, on ne cherche pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il faut, dans l'entraînement sur podium, 2-3 jours avant la compète, on fait une simulation de la compète. Ça sert à prendre tous les repères spatio-temporels et kinesthésiques de soi sur le type d'agrès qu'il y a, parce que chaque marque est différente, chaque podium est différent. Et donc, on prend la mesure de tout cet environnement physique direct de l'agrès et de l'environnement un petit peu plus externe,
le public, les lumières, la hauteur du plafond, la noirceur. Quand vous matchez au championnat du monde ou à Bercy ou dans une salle comme ici, c'est pas du tout la même chose. Même si vous avez le même mouvement à faire, c'est pas le même contexte de production. Donc ça, il faut que ça rentre dans sa bulle de concentration, et que ça soit connu et qu'on s'y soit préparé. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des entraînements sur podium et qu'on part de 3 jours avant la compétition pour faire dans l'environnement de la compétition. C'était ma question justement de savoir si tout le matériel et l'environnement, est-ce que c'était toujours disposé de la même façon? Est-ce que le matériel était exactement le même ou pas? J'avais l'impression que non, parce que tu nous parlais justement des praticables au sol avec ou sans sol mou en dessous. Donc, tu vois, Alors sur les compétitions j'anticipe un petit peu. internationales, c'est tout le temps sur podium. Donc il y a une espèce d'estrade. Ok. Par exemple, le praticable, il est posé sur une estrade qui fait 1 mètre 10, 1 mètre 20 de haut. Mhm. Ce qui rend encore plus élastique le praticable, qui est un plancher de bois sur des ressorts comme ça. Qu'en plus, c'est sur un podium, ça donne encore plus d'élasticité. Mais ça change la réactivité du praticable. Ouais. Il y a des praticables qui sont, je ne vais pas citer de marque, qui sont durs, si on les met sur le sol. S'ils sont enfermés, il n'y a pas d'air qui passe en dessous. Quand vous mettez ce praticable qui est dur, quand il est enfermé, vous le mettez sur un podium en compète, c'est une bombe. D'accord. Voilà. Et chaque matériel est différent. Et donc, on doit apprivoiser le matériel. C'est pour ça que dans toutes les salles de France et de Navarre, on va dire ça comme ça, mais quand on sait qu'on va être dans une marque au championnat du monde, les 3 derniers mois, on s'entraîne dans les salles où il y a cette marque-là. On va sur des tournois où il y a cette marque-là. Voilà. Là, on sait ce qu'il y aura au jeu, quasiment. On sait ce qu'on avait au championnat du monde, on s'y est préparé. Le plus compliqué, c'est quand une semaine avant, vous avez, une semaine avant le départ pour le championnat du monde, vous avez par exemple une Coupe du Monde, comme ça s'est passé là récemment à Bercy, à l'Accor Arena, sur un autre matériel. Donc là, Ça ruine les repères. alors ça ruine pas les repères. Alors déjà, ça peut être développeur de pathologie, D'accord. de technopathie, parce que le matériel étant différent, si on s'est entraîné sur une manière de faire avec le matériel, une difficulté, et que le matériel change, notre manière de faire sur le matériel, si on ne l'adapte pas, c'est le corps qui en souffre. Donc des technopathies liées à la technique du fait sur le moment par rapport à l'agrès. Et donc ça peut être dangereux, donc il y a des choix stratégiques à faire. Et s'il n'y a pas de danger ou de développer de la pathologie à une semaine d'un départ au championnat du monde, ça change quand même les repères. Voilà. Les anneaux, il y a différentes marques qui ne réagissent pas de la même manière. Le cheval d'arçon, pareil. Il y a des normes internationales avec des cotes. Mais par exemple, la forme de l'agrès en rouge qui est là-bas et la forme de l'agrès qui est en gris là-bas, ce sont des chevaux d'arçon de compétition. Par contre, ce n'est pas le même corps. Il y en a un qui est l'arrondi est plus prononcé sur l'un que l'autre. L'athlète, ça, il le sent direct. Il n'a pas la même manière de faire ses difficultés dessus. Donc, il y a une adaptation sur l'un et une adaptation sur l'autre. D'accord. Donc ça, C'est piégeux. Et donc, dans les repères kinesthésiques, c'est exactement la même chose. Dans les repères visuels aussi. Plus kinesthésiques quand même. Et il y a des agrès que certains athlètes n'aiment pas, dans certaines marques. Et l'inverse est aussi vrai, qu'ils adorent dans certaines marques. Okay. Voilà. Je repasse sur un peu l'imagerie. Donc, tu as des athlètes qui ont un niveau kinesthésique énorme. Un gym, c'est se repérer sur un trip salto arrière, il sait où il est, à chaque demi-seconde de son mouvement. Est-ce que l'imagerie peut améliorer le niveau kinesthésique ou est-ce que tu vois pas vraiment d'effet de l'imagerie sur la kinesthésie, mais juste sur une compréhension globale du mouvement ou d'autres choses? Alors, il faut savoir que un expert, quand il est expert de son mouvement, il est passé dans le mode kinesthésique interne. Ouais. Peu importe par où il est rentré, dans sa première réalisation ou dans sa pré-représentation, avant même d'avoir commencé à faire le premier essai sur une difficulté, peut-être qu'il a regardé des images, peut-être il a simulé ce qu'il pourrait sentir en regardant une image, ou alors il a fermé les yeux, il a essayé de mimer ce qu'il pourrait sentir, peu importe le canal d'entrée, à la fin, et ça dans quasiment tous les sports, on est en autoguidage kinesthésique. Donc l'objectif à atteindre, c'est de développer une image kinesthésique interne parfaite du geste pour pouvoir l'utiliser et s'en servir comme point de déclenchement ou comme point de repère dans la conduite du geste.
Mais on ne rentre pas forcément par le kinesthésique. Il y a des athlètes qui sont dominants visuels au départ et dominants kinesthésiques. Exemple, quand on met ça en lien avec la vitesse d'apprentissage. Un athlète qui va aborder un nouvel élément, qui va progresser très très vite en début d'apprentissage. Il utilise plus le canal visuel comme source d'information pour, d'un passage à l'autre, en 5, 6, 7 passages, premier essai sur une nouvelle difficulté, il a capté dans ce qu'il voit de ses vidéos ou dans les autres, les leviers de réussite. Et donc, parce que ce canal visuel lui parle, je vais le dire comme ça, lui parle, il arrive tout de suite à savoir comment il peut réussir. Ah oui, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'a pas les sensations du geste parce qu'il ne sait pas le faire. Il n'a jamais fait. Mais il arrive à l'intégrer Mais il en arrive voyant. à se pré-représenter à partir de l'information visuelle. Ceux-là, ce sont des dominants visuels. Ceux-là progressent très vite en début d'apprentissage. En 5, 6, 7, 8 passages, hop, ils vont faire ce que les kinesthésiques vont peut-être mettre 4 mois à faire. Donc lui, il va le faire en peut-être 2 séances. On en a ici, des dominants visuels. En 2 séances, ils rentrent dans l'apprentissage par le visuel. C'est leur canal prédominant d'entrée dans l'apprentissage. Et ils progressent très vite en début d'apprentissage. Par contre, ils vont perdre très vite cette difficulté, réaliser cette nouveauté, parce que ce qui va leur manquer, c'est le temps de répétition kinesthésique pour pouvoir rendre reproductible la réalisation de ce geste. Donc, ils vont progresser très vite, ils vont le réaliser, puis tout d'un coup, ils vont le perdre. Et pendant X entraînements, semaines, mois, ils vont naviguer dans toutes les erreurs possibles et nécessaires pour pouvoir, à un moment donné, faire le tri entre les bonnes et les mauvaises solutions. Et c'est ce qu'on appelle le temps d'apprentissage nécessaire pour arriver à ce que le corps et la tête soient capables de faire l'économie pour pouvoir produire d'une manière efficiente. Donc, le visuel rentre très vite, il réussit, il perd. S'il n'est pas très doué, qu'il est travailleur, il va accepter ces 6, 7, 8, 9, 10 semaines, 2 ans, avant de rattraper, je disais tout à l'heure, à naviguer dans des essais ratés, pour arriver à faire le 1, et puis à un moment donné, au bout de 2 ans ou au bout de 2 mois, réussir à le faire. Si c'est un mec qui est talentueux, qui n'est pas très... Travailleur, talent, c'est 2 T, mais ils ne s'entendent pas, les 2 T. D'ailleurs, le travail bat le talent si le talent ne s'entraîne pas. Donc, être talentueux, c'est bien, mais le talent sans le temps et sans le travail, surtout, c'est les 3 T qui guident notre travail en gymnastique. Talent, travail, temps. Voilà. S'il en manque un, voilà, c'est un peu plus délicat. Et donc, s'il accepte de travailler, il s'en sortira. S'il n'accepte pas de travailler, il changera d'élément. Comme la petite abeille qui va changer de fleur. Et au bout du compte, cet athlète-là, il est prêt à tout, mais bon à rien. Prêt à tout, mais bon à rien. Il n'a rien développé, etc. Et généralement, ces athlètes-là, qui sont tellement talentueux et qui, en fait, ne fixent rien parce que le talentueux fait ou ne fait pas, mais il ne travaille pas pour faire, on les perd. Donc voilà, c'est un autre domaine. Comment garder nos talentueux. Parce qu'il faut quand même travailler beaucoup en gym et qu'on ne peut pas être talentueux sans travailler. Enfin, on ne peut pas être performant en étant talentueux sans travailler. C'est pas possible. Si tu veux être performant, tu as du talent au départ ou tu as des qualités exceptionnelles. Il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'y arrives pas. Donc, tu as le visuel, il a vite, il perd, il navigue. Et au bout du compte, je vais prendre le repère, il met 2 ans à réaliser sa difficulté quand il veut en compète. Le kinesthésique, lui, est très lent au début d'apprentissage. Parce que les informations visuelles ne vont pas l'aider. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de sentir. Et pour sentir, il faut qu'il fasse. Et plus il va faire, et donc il faut du temps pour faire le nombre de répétitions que le visuel va faire en deuxième partie, lui il va le faire en première partie. Donc un dominant kinesthésique dans le début de l'apprentissage, il va être très lent en début d'apprentissage, il va mettre du temps. Alors quand on sait que c'est des dominants kinesthésiques, on accepte ce temps passé à développer petit à petit, voilà. Et l'entraîneur s'adapte à la singularité de l'athlète qu'il a en face de lui et ne devient pas impatient. Justement, il va développer sa patience parce qu'il sait que son athlète est dominant kinesthésique et qu'il lui faut le temps de construire toutes ces sensations pour progresser dans l'apprentissage.
Et lui, le temps qu'il va passer à développer, on va dire, l'expertise de son geste, lui, il va jamais perdre ce geste. Il va l'acquérir plus tard, mais il va jamais le perdre. Une fois qu'il l'aura acquis, par contre, ça sera C'est en béton. bon. Il n'y a pas de souci. Et quand vous mettez les deux parcours, le dominant visuel, le dominant kinesthésique, côte à côte, sur une échelle de temps par rapport à une difficulté, vous vous rendez compte, au bout du compte, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils ont une dynamique différente, mais ils vont mettre autant de temps, mais en passant par des phases différentes pour acquérir la compétence de la réalisation d'un geste. D'où le fait de s'adapter à l'athlète sur le moment. Exactement. D'où le fait d'accompagner et d'être un bon pédagogue, un bon accompagnateur de l'apprentissage, de l'expertisation, c'est pas français ce que je viens de dire, mais tout le monde comprendra, de l'athlète envers lui-même. Ouais. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'objectif. Et nous, on est accompagnateurs, des fois on est à côté, on est avec eux, à côté, on n'a pas de solution, et puis il faut trouver machin. Des fois on est derrière, on les pousse, il faut changer de posture. Puis des fois on est devant avec des carottes, et on dit eh, viens, machin, en fait on le motive. En fait, nous, en tant qu'entraîneur, on n'arrête pas de tourner autour de lui pour essayer que... Si aujourd'hui il doit faire 1 mètre, il faut qu'il fasse ce mètre. Et puis si demain il doit faire 10 mètres parce qu'il est en capacité de faire 10 mètres, il va faire 10 mètres. Et chaque mètre qui sera fait va le rapprocher de la porte de sa performance qui va lui faire passer d'un statut, qui va le faire passer d'un statut à l'autre. Voilà, donc. Et si aujourd'hui il peut faire qu'1 mètre, il faut faire ce mètre. Parce que si tu ne fais pas ce mètre, demain tu auras les 10 mètres plus ce mètre-là à faire. Et par rapport à l'autre qui lui aura fait ce mètre, toi tu auras du retard. Il y avait une phrase ici qui était en gymnase à un moment qui disait sache, si aujourd'hui tu n'es pas motivé, que tu n'as pas envie de t'entraîner, que tu n'as pas envie d'avancer, sache que quelque part en France, en Europe ou dans le monde, quelqu'un s'entraîne pour te battre. Si aujourd'hui tu as envie de rester sur place, lui il va avancer et lui il sera devant toi. Voilà. Donc, et puis quand tu vas te rendre compte que tu es un peu en retard, tu vas essayer de rattraper ton retard et là tu vas te blesser. Ouais. Donc, mais ça c'est pas facile tous les jours. Travail d'autodiscipline. 30 heures, entre 28 et 35 heures chez les garçons d'entraînement par semaine. Dans d'autres nations, ça va beaucoup plus haut. Chez les filles, c'est plus haut aussi. Mais nous, on a 6 agrès. On ne pourrait pas s'entraîner 45 heures sur 6 agrès à fond de balle. On serait tous kinés. On serait tous en train de travailler dans des cabinets de kiné. On ne serait pas entraîneur de gym. Donc, voilà. Ouais. Ce serait pas... Non, c'est pour ça que le métier est chronophage, énergivore. Enfin, voilà. Quoi, ce que j'ai observé ce matin en observant ton entraînement, justement, avec les jeunes, c'est qu'il y a différents âges qui s'entraînent en même temps sur le praticable. Donc ça me fait penser à 2 choses déjà, c'est que finalement c'est un sport individuel, mais avec un groupe, comme on peut retrouver dans les sports de combat généralement. Ouais. Quelle est l'importance de cette cohésion de groupe sur la performance individuelle ? Est-ce que ça a un effet déjà en gym ? On considère que la gym est un sport collectif. Ouais. Ici. Ok. Ailleurs aussi, dans d'autres pôles ou dans d'autres nations, dans d'autres écoles de gymnastique. Nous, je parle de ce que je connais le mieux, on est un sport collectif. À caractéristiques individuelles, et à passage et à production de performance individuelle. Ouais. Et à singularité. Mais on est un sport collectif parce que la force de ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, alors on est 6 entraîneurs pour un collectif de 28 athlètes, et en fait, il y a 28 plus 6 entraîneurs qui entraînent dans la salle, enfin 27 plus 8 pour celui qui est... Voilà, il y a 27 personnes autour de lui plus 6. Et les 27 entraîneurs dont je parle, c'est les 27 partenaires qui, soit par leurs conseils, mais ça c'est assez facile à comprendre, mais surtout par leur passage. Ouais. Parce qu'ils font dans la salle, quand ils font de la gym dans la salle, ils produisent une image que forcément un autre va regarder et qui va le renseigner sur la manière que lui, il pourrait prendre pour réaliser la même difficulté que lui. Parce qu'au bout du compte, on a tous les mêmes difficultés. Vous avez vu, là, pendant 2 heures, ils font tous Kovacs à la fixe, des triples vrilles, à part Léo qui fait des 1000 heures tendues, des full, machin. Ils font plein de difficultés. Elles sont identiques. Enfin, ils font les mêmes éléments, combinés de manière différente, parce que c'est des mouvements qui sont différents, mais ils font les éléments du code de pointage, voilà, qui sont répertoriés. Ils le font tous.
Ici, il doit y avoir 15 athlètes qui font le Kovacs, qui est un élément, le salto arrière, attraper la barre. Okay, pour autant, ils ont 15 manières biomécaniques de le faire différentes. Parce que ce sont 15 individus différents. 15 bio différents, donc 15 biomécaniques différents. Pourtant, la mécanique du Kovacs, on la connaît. On sait ce qu'il faut faire, mais on a 15 individus différents, donc il y aura 15 biomécaniques pour réaliser le geste de la manière la plus parfaite possible, bien identifiée par le juge. Donc chaque mec qui fait le Kovacs est une source de renseignement pour celui qui fait aussi le Kovacs, qui est pour l'instant un autre agrès, mais il le voit. Donc il est entraîneur de l'autre par l'image qu'il produit. L'autre va capter l'image et il va dire « Putain, lui, il fait comme ça. Et moi, je pourrais peut-être essayer de faire comme ça. » C'est une source de renseignement, donc d'entraînement. Donc c'est un sport collectif. Et au-delà de l'aspect collectif, tous ensemble, machin, on fait l'échauffement ensemble, tout ça. Ok, c'est bien, ça. Il n'y a pas de souci. C'est la force du collectif, l'émulation. C'est sûr que là, quand je vais me retrouver avec 2-3 athlètes pendant Noël là, pour préparer les Coupes du Monde sélectives des Jeux, on va être 3 dans la salle, que je mettrai le chauffage à fond, la musique à fond, et qu'on va être 3 dans la salle. C'est sûr, c'est pas la même ambiance que si on est 40 dans la salle à s'entraîner ensemble. Et encore, ce matin, on n'était pas super nombreux parce qu'il n'y avait pas les plus jeunes. Donc c'est sûr que, voilà. Mais le fait de faire de la gym renseigne les autres. C'est pour ça que c'est presque plus important que ce que l'entraîneur, un entraîneur comme moi, qui a une certaine expérience, va apporter comme source de renseignement à mon athlète pour qu'il apprenne à faire un élément. Un autre qui fait cet élément, pour moi, il est plus une source de renseignement que moi, dans ma verbalisation théorique de ce qu'il faudrait faire. Parce que moi, je ne produis pas d'image. Moi, ce que j'essaie de faire quand je lui donne un conseil ou quand je le manipule, c'est d'essayer de créer une image dans sa tête de ce qu'il devrait voir ou sentir. Parce que je vais l'aider, je vais employer des mots, je vais essayer le dessin, je vais employer une feuille, je vais employer mon téléphone, je vais employer une manipulation. Je vais essayer de créer une image chez lui qu'il va prendre en point de départ pour faire son passage. Je vais essayer de coller à ça ou de sentir ça. Et il fait son passage, et la première chose que je lui dis, t'as senti ce que je t'ai demandé ? Ou t'as vu ce que je t'ai demandé de voir ? Ou t'as senti ce que je t'ai... Oui, non. Si le mec il vous dit non, raté. C'est raté. Il faut trouver un autre moyen pour que lui sente. Déjà Exemple défaut. Tous les passages ratés, c'est des passages à défaut. Si l'athlète ne conscientise pas, ne sent pas son défaut, il est aveugle par rapport à son défaut. C'est-à-dire que si à chaque passage, il se dirige vers un trou, un trou de 3 mètres, c'est une image que je prends là, un trou de 3 mètres, mais qui ne sait pas que là, sous cette bâche, il y a un trou, il va passer 15 fois, il va tomber 15 fois dans le trou. Ouais. Tant qu'il ne sait pas, tant qu'il n'a pas compris c'est quoi son erreur. Donc pour comprendre ce que c'est qu'une erreur, il faut qu'il conscientise son erreur. Pour conscientiser son erreur, il faut qu'il la sente, son erreur. Quand je fais ça, c'est pas bien. Quand je fais ça, c'est une erreur. On reprend l'image du petit gamin qui veut mettre la main sur la plaque électrique. À un moment donné, tu lui prends la main et tu lui approches la main. Et quand il sent que c'est chaud, il a compris qu'en mettant la main là, c'est chaud. Il ne la mettra plus jamais, la main. Eh bien, un athlète, c'est pareil. On ne leur met pas la tête sur la plaque électrique, hein. Mais le défaut, c'est quand je fais ça, c'est pas bien. Mais tant que je n'ai pas conscientisé, pris en main la sensation de mon défaut, je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas essayer de faire autre chose. C'est comme si vous dites, voilà, il faut ouvrir un œil et le deuxième œil pour que le mec ne soit plus aveugle par rapport à son défaut. Donc, des fois, très souvent, on demande à la tête, fais ton défaut. Et là, le mec, il dit, t'es taré, tu me demandes de faire le défaut. Je dis, oui. Est-ce que tu es capable de faire ton défaut ? Il dit, non. Je dis, pourtant, inconsciemment, ça fait 6 semaines que tu fais ton défaut. Inconsciemment, ça fait 6 semaines que tu fais ton défaut. Maintenant, je te demande de le faire, et tu me dis que tu n'es pas capable de le faire. Ton cerveau est peut-être pas capable de le faire parce que tu l'as pas conscientisé, tu l'as pas senti. Par contre, ton corps, il le fait par mode réflexe et automatique. Donc, regarde tes vidéos. Et là, on rentre dans les entretiens d'autoconfrontation, on prend des vidéos, et on essaye de faire prendre conscience du défaut et de lui faire prendre en main son défaut. Et quand le mec arrive à faire son défaut, qu'il arrive à contrôler son défaut, exemple, une tirade de tête, tu lui dis, c'est bon, tu sais ce que ça fait maintenant de tirer la tête ? Tu connais les sensations, la vision, les sensations du tirage de tête ? Donc maintenant, les prochains passages, si tu veux qu'ils soient de qualité, tu dois éviter cette sensation. Donc c'est comme quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux ?
et que le mec il est incapable de te dire je sais pas ce que je veux, tu dis qu'est-ce que tu ne veux plus. Et là le mec par contre, il vous fait la liste de ce qu'il veut plus. Et une fois qu'il a fait la liste de ce qu'il veut plus, tu lui reposes la question. Là c'est le coach mental qui parle dans l'accompagnement. Tu lui dis alors maintenant qu'est-ce que tu veux? Bah en fait, une fois qu'il a épluché ou qu'il a fait le listing de tout ce qu'il veut pas, c'est plus clair dans sa tête ce qu'il voudrait. Eh ben, l'apprentissage et les erreurs dans l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu ne veux plus faire? Qu'est-ce que tu ne dois plus faire? Une fois que tu as fait le listing de tout ça et que tu es passé par la pratique de tout ça, tu sais mieux ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire. C'est exactement la même chose. Eh ben, que ce soit l'imagerie, la manipulation, le conseil de l'entraîneur, la vidéo, tout ce qui peut renseigner la tête pour lui donner pour qualifier son apprentissage, donner de la qualité à son apprentissage, pour passer de l'efficacité à l'efficience, c'est ça les bons outils d'entraînement. Et nous, les entraîneurs, on est des outils d'entraînement, comme une caméra, comme voilà. Et donc, le collectif, pour revenir à ta question de départ, c'est à ça que ça sert. Chacun est l'entraîneur de l'autre par l'image qu'il produit, qui va peut-être renseigner l'autre et qui va lui faire prendre conscience de son défaut. Ah ouais, donc j'ai vu son défaut chez lui, il tire la tête. En fait, c'est comme moi. Mais ils nous le disent. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai vu un tel faire comme ça. J'ai compris qu'en regardant ma vidéo, entre parenthèses, on leur apprend aussi à lire, à regarder leur vidéo. Voir sa vidéo, regarder sa vidéo, c'est pas la même chose. Voir, c'est global, regarder, c'est précis. Il faut apprendre aux athlètes à regarder leurs vidéos pour qu'ils en tirent les bonnes informations qui vont générer des passages différents. Voir en globalité, ça ne sert à rien. L'œil est un organe de vision, le regard, un acte de décision et de précision. Ça, c'est important. Totalement. Et donc, et ça fait partie du domaine de l'imagerie, de l'image, etc. Même la manière dont moi je filme, la manière dont l'entraîneur filme. Si tu veux montrer un truc qui se passe dans le plan frontal et que tu le filmes sur le plan sagittal, c'est que tu n'as rien compris. Alors, tu n'es pas metteur en scène, tu ne travailles pas pour le cinéma, mais... C'est la logique. C'est la logique, quoi. S'il y a un défaut sur un plan frontal, donc quelque chose qui, quand tu vois le mec de face, toi, tu le vois, évite de le filmer de côté, filme-le de face. Et une image vaut mieux que 1000 mots. Hein. Tu les montres, le mec, ah oui, d'accord. Tu n'as même pas besoin de parler. Et d'ailleurs, des fois, ils me disent, il y a des athlètes qui me disent, c'est bon, c'était mieux. Je dis, moi, je te dis rien, regarde. Et là, ils regardent, ils disent, ah ouais, c'est ce que tu m'as demandé. Je dis, voilà. Moi, j'ai aucune interprétation. Enfin, mon téléphone n'a aucune... Il n'a pas de cerveau, mon téléphone. Lui, il ne va pas interpréter, il n'y a pas de filtre. Et ce qu'il filme, c'est ce que tu viens de faire. C'est bien, c'est pas bien. Si moi, je te dis ce que j'ai vu, on va commencer à rentrer dans un jeu de transaction. Ouais, mais tu vois mal. Ou ouais, mais toi, t'es machin, t'es... Lui, il n'a pas de cerveau. Donc, là, c'est binaire. C'est binaire. Voilà. Nous, on n'est pas binaire, mais le téléphone, il est binaire. Voilà. Et justement, donc tu as des jeunes de 7 ans, je crois que tu m'as dit. Oui, il y a des qui viennent s'entraîner. Du pré-pôle viennent. Comment est-ce que ça agit sur eux? C'est des buvards. Voilà. Des buvards visuels. C'est-à-dire qu'ils ont les yeux comme ça. Il faudrait faire une captation rétinienne sur l'œil et la pupille. Ils s'entraînent 2 heures. Je pense qu'ils passent 1h58 avec la pupille dilatée pour essayer de capter toutes les informations qui se passent là-dedans. Quand vous avez un mec qui est vice-champion d'Europe ou qui est médaillé en Coupe du Monde au saut, qui a 22 ans ou 25 ans ou 21 ans, et le petit, il a 7 ans, et c'est son idole, et il s'entraîne avec lui, il va au même bac à blanc, il monte sur les mêmes agrès, qui ne sont pas à la même hauteur, mais c'est une mine d'or informative, d'information pour le petit. Et plus ils sont petits, moins ils ont de filtres, plus ils emmagasinent. Moi, ma fille, elle a 4 ans, je dis un mot qu'elle ne connaît pas, elle le ressort derrière. C'est des photocopieuses. Plus ils sont petits, plus on les met ici en même temps que tout le monde, et ils photocopient tout. Ils enregistrent tout. Et ça rentre dans leur bagage de pressenti, de prévu, vision, pressenti. C'est un éveil finalement précoce. Mais sans qu'ils le fassent, parce qu'ils ont l'information. Ouais. C'est presque de l'effet Pygmalion poussé à l'extrême. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Carrément. Donc, bien sûr que les petits doivent s'entraîner avec les grands. Il y a peu de sports finalement qui mettent ça en place. Très peu de sports. En gym, ça se fait beaucoup. Ouais. Ça se fait beaucoup. Oui, j'en ai déjà entendu parler dans d'autres pôles aussi. D'autres clubs. Dans d'autres pôles, ça se fait... oui, dans d'autres pôles de gym, oui. À l'époque, après, à Marseille, il me sports, semble que ça se faisait. Oui, à Marseille, à Lyon. Alors, pas à l'INSEP, parce qu'à l'INSEP, même si ça... À l'INSEP, il n'y a pas de petit. Tu rentres en seconde et il faut être classé à un certain niveau. Et voilà.
il faut être déjà classé. Donc, un petit de 7 ans qui est complètement inconnu au bataillon, il ne peut pas s'entraîner à l'INSEP. Tu vois, j'ai pas d'autres sports qui vois me à viennent en Lyon, tu vois. tête, à part la danse, Je crois qu'en où ça se fait un judo, peu. je crois qu'en sport de combat, dans le kung-fu, dans certains sports de combat, oui. Après, c'est dur de s'entraîner ensemble parce que, voilà, tu verrais pas une équipe de poussins en basket s'entraîner avec les proies. Je veux dire, voilà, c'est pas possible. Carrément. Voilà. Mais nous, en gym, on a un espace commun. Les agrès sont identiques. D'ailleurs, c'est pas normal. C'est quand tu as 7 ans que tu fais cette hauteur-là, tu devrais pas passer sur le même cheval d'arçon que le mec qui a 23 ans et qui fait 1m80. C'est pas normal. Donc, certaines nations ont inventé des agrès en mini, adaptés à la taille. Ça, c'est intelligent. C'est malin. Je dirais pas qu'il l'a fait. Mais ceux qui connaissent la gym savent de qui je parle, de quelle nation je parle. Ah oui. Et oui, et dans nos programmes de formation, voilà, normalement, dans nos programmes de formation compétitifs, la barre fixe, elle ne devrait pas être aussi haute qu'elle est là. Parce que le petit qui fait 1m12 et qui fait 17 kilos, Il ne doit pas être à 2m50 du sol. c'est comme s'il se balançait au bout d'une perche sur la perche. Là. Je veux dire, c'est monstrueux. Alors, certaines nations, voilà, ils coupent les poteaux en deux et puis la barre fixe, elle se fait à 1m50 du sol. Mais c'est adapté. C'est adapté à la taille du... Voilà, ça paraît logique, en fait. C'est voilà, quand vous prenez des lunettes là, de vision, de réalité augmentée, là, ça a été fait sur Nice là, pour les auxiliaires puéricultrices, pour qu'elles se mettent à la place des bébés, des enfants qu'elles ont en crèche. Voilà. Mettre ces lunettes-là, la chaise, elle est énorme, la table, elle est énorme. Et donc, ces nanas et ces mecs-là, il y a des hommes aussi qui travaillent là-dedans, ils se mettent plus... La chose qu'ils ont dit, parce que j'ai écouté un reportage là-dessus, la chose qu'on a compris, c'est qu'on ne se met plus jamais debout à côté d'un enfant. C'est certain. On se met toujours à genoux assis. On essaie de se mettre le plus possible, et souvent même à plat ventre, pour être à sa hauteur. Parce que là toi, tu es un géant et tu lui parles en demi... Enfin bref, on change de sujet, mais voilà. Ouais. Mais voilà, donc bien sûr que les petits, c'est... Et est-ce que les doyens... Et les grands prennent... voilà. Est-ce qu'ils les prennent sous leur cette aile? espèce de devoir d'éducation. Alors, ils leur donnent des tips, des petits... pour réussir. Donc, ça, tu l'as vu ce matin, vous l'avez vu ce matin à l'entraînement, ça n'arrête pas de se conseiller entre eux. Et c'est surtout sur l'aspect mental. Parce que très vite, la gymnastique, ça devient monotone, ça devient dur, ça devient rébarbatif, ça devient... c'est pas un jeu, la gym. C'est pas très... C'est marrant, on fait de l'accro. C'est plus marrant que la natation. Parce qu'à la natation, tu vois les carreaux défiler, quoi. Puis à un moment donné, tu vois un mur, hop, et puis tu revois les carreaux défiler. Là, tu vois un peu plus, tu as 6 agrès, tu vois des mecs se planter, ça te fait rigoler. C'est un peu comme le... Nous, on n'a pas 10 agrès, c'est pas un décathlon, mais c'est un sextathlon presque. Voilà, on a 6 agrès. C'est différent, c'est les anneaux, c'est différent des arçons, du machin. Donc on s'éclate un peu plus, quoi. C'est différent. Et puis tu es un peu meilleur sur certains agrès que d'autres. Samir El Saïd, il est très bon aux anneaux parce qu'il est très fort. Il était moins bon en barre fixe. Et il était encore moins bon au cheval d'arçon parce qu'il avait des bras très forts mais très courts. Donc voilà, c'était pas avantageux pour les arçons. Et donc il y a des profils types pour chaque agrès. Il y a des morphotypes plus intéressants pour certains agrès que d'autres. Donc c'est diversifié la gymnastique, mais c'est beaucoup de travail. Si tu t'entraînes moins de 30 heures semaine en masculin pour faire du haut niveau, soit tu as envoyé beaucoup de cierges à Lourdes, soit tu as vraiment une bonne étoile et il faut que tu sois dans la bonne partie de la Voie lactée, quoi. Donc c'est compliqué. Puis quand tu rivalises avec des nations qui s'entraînent 45 heures à 50 heures, qui mangent des grains de riz et qui passent 20 minutes en ATR contre un mur à lire un livre. Véridique, hein. 20 minutes sur les mains contre un mur et ils lisent des livres. Ils passent 20 minutes en ATR, en équilibre, à l'envers. Voilà. Moi, j'ai fait ça, j'ai développé cette endurance-là. On est arrivé jusqu'à 30 minutes d'ATR au mur, sans descendre. Hein. À la limite du dangereux, hein, quand même, on peut le dire. J'avais posé une question, justement, parce que j'avais lu une étude il y a très longtemps. Mais au début, 2 minutes, c'était la fin du monde. Et à la fin, 10-12 minutes, c'était devenu le lot commun. Par contre, ils ont pris de l'endurance scapulaire, c'était dans un objectif de développement physique. Voilà, et après, le trop peu et le trop sont toujours l'ennemi du bien. Donc, le trop peu, c'est désentraîner, et le trop, c'est surentraîner. Il faut trouver à chaque fois l'optimum, le bon pour l'athlète du moment.
Et le moment, il est différent, qu'il soit pré, in ou post-pubertaire ou adulte, finalisé, fini de former, 22, 23 ans, la tête, les épaules, tout est prêt. Allez, maintenant on va carburer, on va charbonner. On y va, tout est prêt. Pour autant, si tu as bien fait ton boulot d'entraîneur fourmi pendant 15 ans pour bien préparer toutes les cylindrées. Et à ce moment-là, tu peux faire entraîneur cigale pour utiliser tout ce que tu as emmagasiné, tu dépenses, tu y vas. Voilà. C'est le concept d'entraîneur cigale et fourmi, c'est un concept bien précis aussi, mais ça serait sur les... Toujours savoir à quel moment il faut être cigale, à quel moment il faut être fourmi. Tu travailles pour le ici maintenant Formation, ou pendant 15 ans. Est-ce que tu fais des provisions ou alors est-ce que tu acceptes de lâcher de l'énergie ou des choses pour que ça paye là parce que c'est nécessaire, là, il faut que ça paye dans 6 semaines, ou non, parce que ça, faut le garder pour dans 5 ans. Si tu exploites ce potentiel maintenant, il n'est pas reprogrammable ou il n'est pas... tu peux pas restocker. Et ça, c'est des choses bien scientifiquement déjà aussi bien prouvées dans le processus d'entraînement. Voilà, bah, tu ne l'auras plus à disposition derrière. Ou si tu grilles toutes tes cartouches maintenant, tu n'en auras plus après. Parce que c'est difficile d'en refabriquer, parce que tu n'es plus dans une période préférentielle pour le développer. Donc là, je reviens sur Sébastien Rattel, les périodes de... Voilà. Et donc, il faut être entraîneur cigale et fourmi. Il faut être entraîné sur le ici et maintenant, parce que c'est ce qui va alimenter la motivation de l'athlète à récupérer des résultats. Parce que si pendant 15 ans, tu comprends que tu es mauvais, que tu n'es pas bon, et que dans 15 ans, ça va payer, qui fait ça? Qui a envie de faire ça? Personne. Tu sais qu'un jour, tu seras bon, mais au fur et à mesure du parcours, tu as besoin de récupérer quand même des sources des récompenses quand même de ton travail. Donc voilà, il faut être cigale pour que le mec soit récompensé. On investit un peu pour qu'il récupère des résultats. Il faut être suffisamment aussi visionnaire et fourmi pour te dire oui, mais on ne va pas tout dépenser parce que ça, il en aura besoin là. Et il faut qu'il soit vraiment bon quand il sera en équipe de France senior. Et ce qu'on sait, c'est que tous les champions de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui ont été des champions, ils ne sont plus là à 17 ans. Ils ne sont plus là à 18 ans et ils ne sont pas en équipe de France senior. Et ils ne font pas les Jeux Olympiques. Et dans tous les sports individuels, je parle individuel, je ne suis pas allé étudier les sports collectifs, mais dans les sports individuels, prenez en athlée, les champions U12, U14, tu ne les retrouves jamais. C'est vrai. Soit physiquement, soit mentalement, ils ont tout usé trop tôt. Et ils disparaissent. Voilà. Et tu as des mecs qui commencent à l'âge de 18, 19, 20 ans, qui ne se sont pas hyper spécialisés, et tout d'un coup, qui émergent. Bon, en gym, c'est un peu compliqué, ça. Parce que le problème de l'athlé, c'est que tu cours sur... En fait, tu es un terrien normal quand tu fais de l'athlé, entre guillemets, à part les perchistes ou les sauteurs en hauteur, mais nous, on doit devenir des terriens sur le membre supérieur. Nous, on utilise notre bras comme notre membre inférieur. Pour autant, ça, c'est pas une hanche, ça, c'est pas un genou, et ça, c'est pas une cheville. Mais on va l'utiliser comme ça. Il faut 10, 12, 15 ans de travail pour transformer ce bras en jambe. Parce que nous, on passe notre temps sur les bras. Et voilà. Et on court. Si on faisait un pendant entre l'athlé et la gym, c'est l'athlète court sur ses pieds. Nous, en gym, on court sur nos mains. Il faut toutes ces années de travail pour transformer ce membre supérieur qui n'est pas du tout fait pour ça. Hein. La congruence de l'épaule, c'est pas du tout celle de la hanche. Ouais. On n'est pas armé ni capsulairement, ni ligamentairement parlant, ni tendineusement parlant, ni musculairement parlant. Quand vous regardez des gyms, certains gyms, leurs bras, c'est mes quadriceps. Ça, c'est sûr. Regardez Samir, lui, il a mes quadriceps à la place de ses bras. Bah oui, mais il est fort aux anneaux. Voilà, donc ça, c'est... Mais donc, il faut tout ce temps de travail pour les transformer, quoi. Donc, c'est... Super intéressant. Je me permets de basculer sur la compétition. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Est-ce qu'il y a des échauffements vraiment typiques en gymnastique en compétition? Est-ce que c'est des échauffements vraiment globaux, généraux? Est-ce que c'est individualisé? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne un échauffement? Alors, tout dépend quand est-ce qu'on considère que l'échauffement commence. Exact. Parce que ça dure longtemps. Pour moi, l'échauffement, il commence le jour où on arrive sur le site de compétition. Okay. Parce qu'on est déjà en pré-représentation de ce qui pourrait se passer dans cet environnement-là. Donc, on est déjà dans un échauffement mental. On se projette, en voyant les informations de l'environnement, on se projette dans le jour de la compétition. Ah ouais, donc cette lumière-là, elle va être là. Là, les juges, ils sont là. On se projette déjà. Donc, on s'échauffe, on se prépare au jour de la compétition. On se préactive. Voilà, donc ça commence là. On veut repartir de là.
Puis après, il y a l'échauffement le jour de la compétition. Donc là, voilà, on a des créneaux horaires qu'on utilise plus ou moins. Et donc, généralement, en moyenne, c'est 1h30 avant le début de la compète. Durant cette 1h30, il y a la petite chauffe individuelle, la mise en activation psychomotrice individuelle. Casque, rouleau, enfin voilà, on rentre dans notre nous-mêmes, dans notre corps. Enfin, je dis nous, moi j'en fais plus, mais enfin, ils rentrent dans eux-mêmes, dans leur corps, etc. Ensuite, il y a une phase d'alignement où là, on rassemble tout le monde. Ok, aujourd'hui, on est là pour tel événement individuel, compétitif, équipe, machin, tatati, tatata. Et là, ça lance la partie collective de l'échauffement où là, on redevient collectif. Que ce soit une compétition individuelle ou collective. On s'échauffe ensemble, on fait la mise activation générale orientée ensemble. Voilà. Parce que ensemble, c'est mieux. C'est plus émulsifiant. Émulsifiant, je ne sais pas si c'est. Ouais, il y a plus d'émulation. Voilà, c'est plus français. Ensemble. Et puis ensuite, on part sur les agrès. Alors ensuite, il y a une préparation physique spécifique par rapport à ses points forts, points faibles, les agrès auxquels on se prépare et qui sont nos points forts, etc. Puis ensuite, ça part sur les agrès. Et là, il y a une mise en activation, une répétition de ce qui va être fait au moment de la compétition. Voilà. Et donc ça, c'est fait sur les agrès. Et on fait le tour sur les 6 agrès. Il n'y a pas d'ordre prédéterminé. Alors, il y a un ordre. En masculin, il y a un ordre. En masculin, chez les féminines, il y a un ordre. Tout est timé, machin. Chez les masculins, c'est un peu free. S'il y en a qui veulent commencer par un agrès plutôt qu'un autre, etc. Puis tout le monde ne fait pas les 6 agrès, donc voilà. Mais sur certaines compètes, c'est timé et tu dois respecter ton... En tout cas, les rotations dans une compétition, c'est 15, 17 ou 20 ou 25 minutes par agrès, puis après tu tournes et tu as un ordre olympique et c'est toujours le même ordre. Et généralement, les salles de compétition, les plans de salles de compétition sont faits toujours dans le même ordre. Les agrès sont toujours dans le même ordre. Okay. Voilà. Et donc, ça, on va dire, c'est l'échauffement d'un point de vue général. Et puis après, il y a tout ce que tu mets individuellement dans ton échauffement. Et là, l'imagerie, le travail de préparation mentale, d'imagerie motrice, préactivante de la performance que tu as à faire, qui a été développé à l'entraînement, au moyen de l'entraînement idéomoteur ou de tout ce qu'on a fait avant, tout ce que j'ai pu expliquer, que j'aurais pu encore expliquer si on avait eu 6 heures devant nous, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu dire. J'imagine. Voilà. Et donc là, on rentre dans son mode individuel de préactivation qui nous correspond, qui a été développé. Et donc, pour la petite exemple, du protocole que l'on avait fait sur de la recherche des canaux préférentiels d'imagerie de chacun d'entre eux. Ensuite, j'ai monté des scripts de préparation mentale qu'ils utilisaient en compétition. C'est-à-dire que chaque gym avait un tour sur les 6 agrès à faire physiquement. Et ensuite, il faisait un deuxième tour, ce que fait d'ailleurs Léo, toujours, sur les jours de compète. C'est-à-dire qu'il fait le tour des 6 agrès physiquement et il prend 7-8 minutes dans la salle d'échauffement et il retourne sous l'agrès où il se met devant le cheval d'arçon, où il se met sous les anneaux, dans l'orientation qu'il commencera son mouvement. Et là, il ferme les yeux. Et dans les repères qu'il a, quand il se met sous les anneaux, en fait, il prend les repères autour, il ferme les yeux et il simule son mouvement kinesthésique interne. C'est là où ce qui est intéressant, c'est que la chronométrie mentale a été développée, parce que normalement, il ne fait pas une visualisation flash, il ne fait pas une visualisation lente pour choper un défaut, il fait une visualisation en mode normal qui doit respecter le timing de son mouvement. Je pourrais parler des visualisations trop lentes ou trop rapides qui modifient la réalisation du geste en compétition. Ça, on l'a déjà vérifié. On a discuté, ouais. Ludivine Furnon, Poutre, dans les années 95, Poutre, Sol, sortait du praticable, avait des problèmes de longueur de poutre, parce qu'en fait, dans sa visualisation, elle n'était pas sur le bon mode, sur le bon timing, et elle se suractivait, et donc elle n'était jamais dans les bonnes distances. Et quand elle partait, elle mettait plus de patates, et donc elle faisait plus de distance à chaque foulée, et donc elle sortait systématiquement du praticable. Donc il a fallu qu'elle revienne, qu'elle se rende compte qu'elle revienne sur une activation plus adaptée, pour la mettre dans un niveau d'activation un peu moins haut, qui fait qu'elle courait sous le mode habituel normal de ce qu'elle faisait à l'entraînement, où elle était moins activée parce qu'il y avait moins de stress. Alors ouais, je suis désolé de couper ton épisode en plein milieu. Juste pour t'annoncer, on a un petit problème de son
qu'on a eu à l'enregistrement. Et on va basculer sur le son des caméras, qui reste tout à fait audible, donc ne t'inquiète pas pour la fin d'épisode. Mais voilà, c'était juste pour t'annoncer ça. Et n'oublie pas de t'inscrire à la conférence pour retrouver Rodolphe si jamais ça t'intéresse, le 4 et 5 mai prochain. Salut, bonne fin d'épisode. Donc, je reviens sur les scripts. Et donc, ils font le tour sur les 6, ils se mettent sous la grêpe et ils simulent. Alors là, il le fait sur un mode kinesthésique interne, c'est-à-dire qu'il est là, tu le vois, il fait tout. Et ce mode-là va être utilisé en flash juste avant de passer. C'est-à-dire que on a fait le tour, on rentre sur le plateau de compète, il a fait ses 2 échauffements, le physico-mental et le mental en visualisation, en imagerie. Puis ensuite, on rentre sur le plateau de compète. Donc là, il y a une phase d'échauffement physique. Ils font, ça part dans tous les sens, machin. Ça dure 2 minutes ou 2 minutes 30, 3 minutes ou 3 minutes 30. Tous les mecs font leur passage. En fait, c'est un échauffement physico-mental. Puis après, il y a un ordre de passage. Chaque mec lève le bras et balance son mouvement. Enfin, propose son mouvement au juge, il passe. Et avant de passer, donc le gym est appelé, il a 30 secondes pour lever le bras et y aller. Et pendant les 30 secondes, beaucoup font ce qu'on appelle une visualisation flash. C'est-à-dire que tu le vois. Hop. Et ça a duré 10 secondes. Et il a vu en vitesse accélérée, en fait, toutes les successions des phases importantes de ce qu'il doit se rappeler en termes de sensations visuelles et kinesthésiques, et qu'il doit aller chercher dans moins de 15 secondes quand il va lever le bras dans le driving, dans la conduite, de son mouvement. Et le fait en visualisation flash. Et donc, il y a tous ces types de visualisations. Il y a les visualisations flash, il y a les visualisations, les rappels kinesthésiques juste derrière un passage, qui utilisent la mémoire de travail, la mémoire à court terme qui est encore présente quand tu fais un passage. Dans les 30 secondes qui suivent, tu as toutes tes informations à disposition dans ton cerveau. Elles n'ont pas encore été classées. Et donc, si tu fermes les yeux et que tu te rappelles ce qui vient de se passer, tu le fais 2-3 fois d'affilée. Pour ton cerveau, je vais être très vulgarisant. Ça va pas plaire à Aymeric, les vidéos. Je vais être très vulgarisant. Excuse-moi, Aymeric. Mais pour le cerveau et pour le corps, c'est pas un passage qui aura été fait dans les 30. C'est un passage plus 3 répétitions mentales. C'est presque 4 passages. Et ça, c'est dans les 30 secondes qui suivent le passage physique. 30 secondes après, déjà, la mémoire à court terme a commencé à faire le tri, la mémoire de travail a commencé à faire le tri. Et déjà, tu es en perte d'informations, de repères visuels ou kinesthésiques. Donc là, ça ne sert plus à rien. Donc, très souvent, l'athlète fait, je dis hop, vite. 0 consigne. Reviens là, refais ce que tu viens de vivre. Et là, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout de 30 secondes, je lui dis, c'est bon, stop. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, pendant les 30 premières secondes, juste après le passage, pas un mot, rien. C'est lui et ses sensations. C'est à disposition. Il a juste à aller les chercher. Fais ta récolte, puis après on part. Voilà. Ça, c'est la mémoire de travail. Donc, c'est vraiment la visualisation à vitesse réelle, mais très, très courte, instantanée, juste derrière. La visualisation flash qu'ils font, l'imagerie flash qu'ils font avant, c'est juste les passages prioritaires avec les moments clés et les points clés. Et vous regardez plein de gyms, ils sont tous seuls. Tout d'un coup, ils lèvent le bras et là, le regard est vide, vitreux. Il y en a qui ont le regard vitreux tout le temps. Mais là, le regard est vide et vitreux. Et là, tu sais que le mec, ils sont dans leur bulle, dans leur flow ou pas. C'est très dur à atteindre l'état de flow, mais ou pas. Et là, c'est parti, quoi. Et là, après, encore une fois, c'est un premier passage. Ouais. Il va réussir, il va pas réussir, plus ou moins bien. Et encore une fois, c'est une première fois. Et puis, il pourra recommencer exactement à faire les mêmes procédures dans 2 semaines. Et ça sera encore un passage différent parce que c'est des êtres humains et qui sont pas informatisés avec des petits programmes, des clés USB qui, parce que tu appuies sur le programme, hop, il va sortir le programme d'une manière inéluctable. Ça se passera comme ça. Non. Et c'est ce qui énerve le plus les athlètes. Et vous avez vu l'entraînement ce matin. Ouais, mais je comprends pas. Je pars pour faire la même chose. Je fais pas la même chose. T'es un être humain. Et donc, ça crée de la frustration. Complètement. Ça crée de la frustration beaucoup pour l'athlète, beaucoup pour l'entraîneur. Et encore, pas beaucoup pour l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, quand il en est conscient, il peut pas quand tu es conscient de quelque chose, tu peux pas en être frustré. C'est-à-dire que tu l'as, entre guillemets, tu as fait le deuil, tu l'as conscientisé, c'est intégré dans le processus. Donc, quand c'est intégré, c'est accepté. Si c'est accepté, t'as pas à en être frustré. On est frustré des choses qu'on ne peut pas
qu'on n'a pas été habitué ou qu'on ne veut pas accepter. Mais ça, voilà, c'est pas. Et donc, mais par contre, eux, pour eux, j'ai compris une fois. Je repars de la même manière. Je comprends pas que je fais pas la même chose. Ouais, t'es un être humain et t'as pas fini de le vivre ça. Ça va être tout le temps jusqu'au bout et tu peux être champion de l'entraînement et rater ta compétition et tu peux avoir fait une préparation qui est pas terrible et réussir ta compétition. Ce que j'ai l'habitude de leur dire, que ce soit physiquement ou mentalement dans les accompagnements que je fais, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de relation de cause à effet directe dans les étapes de préparation. A plus B n'est pas égal à C, plus D n'est pas égal à E. Des fois, c'est A plus F qui va être égal à B, plus M qui va être égal à P. Tu vas faire des retours en... L'essentiel, c'est d'arriver à un moment donné où tu dois être le jour de la compétition, parce que là, ils vont pas t'attendre. Voilà, si tu dois être là, ce jour-là, il faut être là, peu importe le chemin. Et il y aura autant de chemins que d'athlètes que l'on a en face de nous. Voilà. Et si on parle de planification, la planification, moi, dans mes planifications d'entraînement, dans mes indissages de charge, dans ma dynamique de charge, j'ai une vision pour tout le monde. Mais je sais que je vais avoir que des parcours individualisés. Je sais que ça va jamais se passer de la manière dont je l'ai prévu. Mais c'est parce que je l'ai prévu d'une manière idéale que je me rends compte que ça se passe pas d'une manière idéale. Parce que si je le faisais pas, je me rendrais compte de rien. Encore une fois, je serais un aveugle qui avance à vue, sans GPS et sans carte. L'athlète, par rapport à son apprentissage, c'est la même chose que l'entraîneur avec sa planification. Il faut lui donner les cartes, il faut lui donner la bonne mise à jour du GPS pour qu'il puisse se repérer et avancer sur le chemin qui va le mener entre sa situation de maintenant et la performance qu'il veut réaliser. Ça, c'est notre boulot d'entraîneur. Mais c'est pas nous qui les prenons, qui les amenons à la perf. On n'est pas des magiciens. Et on n'a pas le tout pouvoir. Parce qu'à un moment donné, ce qui est clair et net, c'est que le mec, vous, l'entraîneur, vous allez être en bas. Lui, il va lever le bras. Et il va passer. Okay. S'il est autonome, il va se débrouiller tout seul. S'il est dépendant de vous, il est mort. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir ce qu'on fait dans notre éducation. Donc, voilà. On retrouve le mot éducation, justement. Bien sûr. Oui. L'éducation, c'est pas que de dire bonjour, au revoir, d'être poli, etc. C'est apprendre à s'entraîner soi-même. C'est ça, être l'éducateur et s'entraîner soi-même. Là, ça va servir dans la gym, dans le sport. Mais c'est l'autodiscipline, c'est l'auto-évaluation, c'est leur donner les bases, les prémices et les bases de leur vie d'homme ou de femme. Enfin, moi, j'entraîne des garçons, mais d'hommes derrière, dans leur vie perso, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, comment ils vont se comporter avec leurs enfants. L'idée aussi, c'est pas l'objectif, mais par la gym et par ce qu'ils vivent et la discipline et par notre action, notre impact que l'on a sur eux dans leur vision d'eux-mêmes, c'est de développer chez eux des valeurs qu'ils vont utiliser pour eux un jour être éducateurs de quelqu'un ou de leurs enfants ou de leurs amis ou de leur voilà, c'est et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui entre le sport et l'entreprise ou le monde voilà, il y a tellement de choses. Moi, ça m'est arrivé de faire des conférences ou des coachings dans le monde de l'entreprise. Quand on parle de performance, c'est la même chose. Parce que ce qu'il y a de commun entre eux, c'est que c'est des humains qui font ces performances ou qui, comme des petites fourmis, s'additionnent pour produire une performance collective. Voilà. Donc, quand j'ai un manager en face de moi qui me dit je comprends pas et que j'analyse sa manière de manager, voilà quoi. Je dis moi si je manage mes athlètes comme ça, bah j'ai plus personne au bout de 15 jours à l'entraînement. J'arrive à la salle à 8h et je suis seul. C'est ce qui est en train de se passer pour toi, bah voilà parce que moi voilà c'est alors pas en cause, en question. En cause c'est grave. Ouais. Quand on se met en cause, c'est-à-dire qu'on est à cause de quelque chose. Généralement, quand on est à cause de quelque chose, c'est non, se mettre en question. Le questionnement, c'est la dynamique nécessaire pour tout entraîneur. Okay. Voilà. On ne peut pas dire qu'on est entraîneur ou éducateur sans se questionner. Ou alors, on a la science infuse, on est né avec le savoir universel à la base. Mais bon, à part Superman qui arrivait de Krypton avec le savoir universel pendant qu'il voyageait, voilà. Ça marche pas. On va passer aux questions de la fin. Yes.
Quel est ton plus grand échec en tant qu'entraîneur? Donc, mon plus grand échec, alors j'avais regardé les autres questions, enfin, quand tu as posé cette question sur les précédents entraîneurs, et je me suis posé la question du plus grand. En fait, le plus frustrant, alors il y a le plus frustrant, bon, à chaque fois c'est de la frustration de toute façon. Ouais, c'est la 4e place de Samir aux Jeux à Tokyo. Je crois que c'est le plus, dans les niveaux de frustration, c'est la frustration la plus importante parce que elle est du fait du chemin très très long, donc c'est 8 ans. Ouais. À partir de 2015, 6 ans, pardon, 2015, 2021. Voilà, ça a été long, ça a été tellement tortueux, sinueux, et on était tellement, parce qu'il était 3e des qualifications, à 2 doigts de l'avoir. Enfin, j'ai pas peur de le dire, c'est peut-être la seule opportunité que j'ai eue dans ma vie d'entraîneur de faire avec un athlète ou de vivre une médaille olympique fait par un de mes gars, quoi, un de mes athlètes. Peut-être que j'en aurais plus. Donc c'est ça qui donne la dimension. J'espère me retrouver un jour dans cette situation-là et de pas faire 4, mais de faire 3, 2 ou 1. Mais et on était tellement proches là que on a fait des 4e places. Hein. J'en ai fait avec d'autres athlètes. On a fait avec Samir aussi. J'en ai fait en 2017 au championnat du monde. On fait 4e à 8 millièmes, 0,008. C'est rien. C'est un orteil qui dépasse. C'est un ordinateur qui fait un calcul. Voilà. Et c'est ça. C'est voilà. Ou un mec qui a, oui, c'est même pas ça. En fait, c'est par des jeux de calcul entre les moyennes du machin, du truc des différents juges. T'arrives à, sinon c'est égalité. Bah non. T'es à 0,0008. Donc t'es pas à égalité, t'es 4e. Pas 3e ex-aequo. Voilà. Donc là, t'as les boules, t'as envie de tuer tout le monde, la terre entière. Là, au jeu, voilà, c'était tellement, puisqu'il se blesse à 2 jours et que tout s'écroule à 2 jours. Donc, 5 ans, il y a eu le Covid, 5 ans de travail, à 2 jours, tout s'effondre. Mais ça, c'est le sport de haut niveau. Il y en a qui s'effondrent le jour de la compétition où le mec, il fait son truc, il se blesse et c'est fini. Le mec, il part, c'est le meilleur sprinter en haie, et à la 3e haie, il se flingue les ischios. Voilà, imprévisible. Donc là, t'es hyper frustré. Donc moi, c'est cette médaille-là. Puis après, j'ai des déceptions. La non-qualification en équipe qu'on a vécu il y a 1 mois et demi, voilà. Bon, mais c'était un travail collectif. Alors que là, avec Samir, c'était tous les deux. Il y avait d'autres gens dans le staff. Il y avait des gens, il y avait des préparateurs physiques, préparateurs mentaux, nutritionnistes. Il y avait d'autres personnes dedans. Mais les porteurs du projet, même si c'est l'athlète qui fait, on était 2, quoi. Et à la fin, on était 2 à Kobe au stage de préparation finale. On était 2. On a tout fait à 2. C'était, même s'il y avait plein de monde autour, c'est quand même à 2, quoi. Quand on se fritait, c'était tous les 2. Quand je disais que c'était bien, c'était tous les 2. Quand je disais non, il faut faire comme si, c'était tous les 2. Et voilà, quoi. Donc, ça, c'est raté. Je lui souhaite de la faire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera pas avec moi parce qu'il a changé d'entraîneur parce que c'était plus possible pour plein de raisons. Ça aurait pas été bien de continuer à s'entraîner ensemble. On a vécu trop de choses et il n'y avait pas assez de neuf ou d'air dans notre système. 7 ans ensemble, ça fait vieux couple dans le sport. Et donc voilà, je lui souhaite de le faire, mais moi je me souhaite aussi un jour de me retrouver à nouveau dans cette situation-là, de pouvoir aller dire allez, moi chercher une médaille olympique, c'est quand même le Graal. Ça fait 2 jeux que je fais, donc voilà. Je te souhaite aussi. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'un bon entraîneur pour toi, même si on l'a déjà un peu abordé? Un bon entraîneur, bah ouais, on l'a dit, c'est quelqu'un qui sait se mettre en question sans se mettre en cause, qui à la fois est un exemple, mais pas stricto sensu pour son athlète. C'est au moins un bon ponton, sur lequel l'athlète peut se reposer quand ça va pas. C'est quelqu'un qui derrière va pousser un peu, mais dans la limite de la bienveillance et de la nécessité. Dans le haut niveau, on fait des choses
qui sortent de l'ordinaire. Et donc, en tant qu'entraîneur, on doit avoir des actions qui sont aussi extraordinaires. Aujourd'hui, on parle de maltraitance, il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup de... Et il faut de la rigueur et de la discipline pour faire du haut niveau. Après, il y a une manière de mettre cette rigueur et cette discipline, de la donner à l'athlète à un moment donné en responsabilité, de l'imposer au départ, sans faire n'importe quoi. Et un bon entraîneur, pour moi, c'est ça. C'est celui qui impose cette discipline, cette rigueur, si on part sur ce volet-là, et qui, à un moment donné, va donner le bâton, pas pour battre l'athlète, mais à l'athlète, et qui, lui, va le prendre et dire, moi, je prends le bâton de la rigueur que je vais m'appliquer à moi-même. Ça, c'est un bon entraîneur. C'est un bon accompagnateur. Et c'est un entraîneur aussi qui a suffisamment d'ouverture pour proposer beaucoup de solutions, mais pas trop non plus, parce que sinon le mec, il est noyé entre toutes les solutions et il est cimenté dans l'incapacité à faire des choix. Je parle de l'athlète quand je parle du mec. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas que à son sport, qui s'intéresse au côté humain aussi, parce que avant d'avoir des athlètes de haut niveau, on a des êtres humains qui vivent des choses humaines, et nous aussi, on est des êtres humains qui vivons des choses humaines. Et il faut être capable d'être bien accompagné aussi en tant qu'entraîneur de haut niveau, parce qu'on n'est pas même si on doit être des rocs, des rochers ou des pontons pour nos athlètes, on n'est aussi que des êtres humains. Et on craque, et on fait des burn-out, et on pète des câbles. Et quand on est plus bon avec nous-mêmes, on n'est pas bon pour l'athlète qu'on a en face. Donc, il faut être capable aussi de faire attention à soi et de prendre soin de soi. Voilà, c'est tout ça pour moi, un bon entraîneur, et puis qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et puis l'ultime, c'est quand on ne sait pas. Moi, je me suis expertisé dans beaucoup de domaines, suffisamment pour me rendre compte si j'ai vraiment besoin d'un expert, parce que là, j'ai atteint ma limite. Mais il faut que je sente que j'ai atteint ma limite. Il ne faut pas que j'essaye de durer dans le système d'une manière égocentrée. C'est mon ego qui est au service du système. C'est pas le système que je vais mettre au service de mon ego ou mon athlète que je vais mettre au service de mon ego. Dans beaucoup de cas, c'est l'athlète qui est instrumentalisé au service de l'ego de l'entraîneur. Là, c'est l'entraîneur qui a un problème. Et là, il faut qu'il se fasse soigner ou que je pas peur de le dire. Je veux dire, voilà. Et donc, il faut être capable de se dire, bah là, j'ai atteint ma limite. Par contre, je vais aller voir un expert, un vrai expert. Moi, je connais des choses, et parce que je connais des choses, je vais pouvoir lui poser des vraies questions et faire un bon diagnostic, un bon point de départ. Voilà où j'en suis arrivé. Et le mec, il va perdre moins de temps dans le relais qu'il va prendre pour amener ton athlète plus loin dans le domaine d'expertise pour lequel tu lui fais appel. Et c'est ça qui, pour moi, est intéressant. Et quand moi, j'appelle un expert, je dis, bah voilà, on en est rendu là, ça on a fait, ça a pas marché. Voilà, moi, je te transmets le dossier, mec, parce que tu es plus expert, tu es un vrai expert. Mais tu démarres de quelque chose. Tu démarres pas du début de l'escalier, on va perdre du temps. Tu démarres au milieu de l'escalier. Et ça, c'est mon boulot, moi, de transmettre ces dossiers-là d'une bonne manière. Pour finir les dernières marches. Exactement. Et puis, même si c'est pas toi qui finis les dernières marches avec lui sur ça, tu as la satisfaction du travail et du devoir bien accompli parce que tu l'as amené jusqu'au milieu des marches. Et si tu l'avais pas amené jusqu'au milieu des marches, il n'aurait pas été capable de faire la deuxième partie de l'escalier. Et donc, tu peux être fier de toi. Même si c'est pas toi qui étais à la fin. Mais, voilà, un bon entraîneur, c'est celui qui amène au milieu des marches. Et après, lui, il se décale, il redescend en bas, puis il regarde la tête monter jusqu'en haut. C'est sûr que c'est frustrant. Alors, quand tu le fais d'une manière contrôlée ou en pleine conscience en tant qu'entraîneur, que tu files le dossier à un autre, quand on te le prend, ça passe moins bien. Généralement, tu fais de la résistance et l'athlète, là, il sert de fusible entre deux entraîneurs ou deux conceptions. Quand c'est toi qui fais le choix, ça se passe bien généralement et c'est pas. Et voilà, quoi. Donc, c'est ça, un bon entraîneur. C'est, voilà, faut que ça s'adapte et que ça soit dynamique. Et puis, voilà, il y a la phrase toute bête, qui dit que, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas tout et que j'en apprendrai tous les jours. Voilà. Après, il y a des choses. On a des valeurs et puis on a des certitudes aussi. Il y a des choses, c'est des passages obligés. Mais ça ne passe pas que par là. Il faut être capable de s'ouvrir parce que les environnements changent, les outils changent, la science avance, etc. Il faut être ouvert à tout ça. Même si on n'y comprend rien, il faut au moins être capable d'entendre un peu, même si on n'a pas envie d'écouter. Donc, voilà. Est-ce que tu as des formations à conseiller? Des formations, oui, des formations spécifiques dans différents domaines.
Je pense à Action Type. Je sais pas si je peux citer une marque. Ouais, Les tu peux. formations sur les préférences motrices, les formations de l'INSEP sur mieux se connaître pour mieux accompagner ou pour mieux entraîner. Des formations au-delà des certifications ou des diplômes que l'on peut avoir, c'est d'aller vivre des formations, de faire ce qu'on appelle les CCS, par exemple. Je ne sais pas si ça existe toujours à l'INSEP. Moi, je sais que moi, j'ai un CCS en variabilité de fréquence cardiaque. Je sais utiliser la variabilité cardiaque. On n'en a pas parlé. Et j'ai fait beaucoup d'expérimentations. J'ai développé une méthodologie de travail avec, etc. Mais au-delà de l'outil et de cette, c'est mon regard sur l'athlète qui a changé. Parce que j'ai appris à utiliser la variabilité cardiaque, la manière d'entraîner mes athlètes et de les observer, de les regarder, de les évaluer a changé. Et j'ai compris des choses grâce, non pas à l'outil de la variabilité cardiaque, mais au concept de la variabilité cardiaque. J'ai compris des choses sur lesquelles j'étais aveugle avant. Et donc, des manières de faire, moi, et d'intervenir différentes. Donc, voilà, il faut aller dans toutes les formations qui permettent, donc à l'INSEP. Après, il y a des DU, je sais qu'il y a des formations individuelles sur de la préparation mentale ou des organismes, pas des organismes, mais comme des académies où je sais qu'il y a des préparateurs mentaux qui ont monté des staffs où il y a des formations qui sont plus ou moins diplômantes, plus ou moins reconnues dans le RNCP. Mais au-delà du diplôme qui sert sur la carte de visite ou sur le CV pour aller se faire engager, machin, c'est surtout la formation et l'échange avec les autres. Voilà. Et c'est vrai que l'INSEP, c'est un truc de malade. Moi, pour être intervenant à l'INSEP et pour être aussi des fois en situation de stagiaire, c'est énorme. Voilà. Puis après, puis après, il y a tout ce que tu es en train de faire. Il y a tout ce que tu vas et que vous allez faire dans Secret d'entraîneur avec des super projets, avec des pools, des staffs, des rencontres, des colloques, des trucs comme ça. Voilà, c'est magique. Et si tu as autant de mecs qui acceptent et de nanas qui acceptent de renom et de très grandes compétences qui acceptent d'intervenir pour Secret d'entraîneur et puis pour ce que vous y faites, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un manque. Parce que sinon, ça aurait pas pris aussi vite que ça a pris. Et ça a pris très, très vite. Ouais. Et les gens, c'est pour ça que je suis très fier de faire partie de ces gens-là, parce que non pas par orgueil ou quoi que ce soit, c'est que les gens qui interviennent pour vous, c'est waouh, quoi. Les mecs et les nanas, c'est des experts, et puis j'en connais les trois quarts, et en plus c'est des potes pour beaucoup d'entre eux. C'est top, quoi. Voilà, et c'est en faisant des choses comme ça qu'on va retrouver la reconnaissance, l'échange, la motivation pour continuer. Parce qu'on a l'impression qu'en se parlant entre nous, on s'occupe les uns des autres. Ça nous dynamise. Et c'est pas les millions qu'on va gagner. Et là, je ne jette la pierre à personne, mais c'est pas les millions qu'on va gagner avec nos fédérations ou notre ministère. Voilà, on n'est pas là pour ça. Sinon, on serait en sport pro, on serait dans d'autres. Moi, j'ai pas envie de gagner j'ai envie de faire ce que j'aime et de le faire en de bonnes conditions et d'échanger avec les gens et d'avoir l'impression de progresser. Voilà. J'ai pas envie de gagner des millions, j'ai envie d'évoluer, de progresser, de grandir. J'ai 52 ans, ça fait, j'ai commencé à entraîner à 18 ans, j'en ai 52. Il m'en reste peut-être encore 15, 20 peut-être à entraîner. Anatoly Voronzov, chez nous, il a 79 ans, il entraîne toujours. Voilà. Donc, respect. Et si à 80 ans, je suis toujours apte à apporter quelque chose et sur le bord d'impraticable, j'y serai. Bon, même si c'est dans 28 ans, quand même, ça fait long. J'attends de le voir revenir. Mais voilà, donc voilà. Et puis, donc, oui, tout ce que vous faites, les colloques, et puis Secret d'entraîneur, c'est un titre bizarre parce que la seule chose, moi, que je retiens quasiment de ce que tout le monde a dit, c'est qu'il n'y a pas de secret. Exact. Donc, voilà. C'était choisi exprès. Et voilà, il n'y a pas de secret. Il y a que des voix et chacun. Vous pouvez mettre, de toute façon, vous pouvez mettre les 15 ingrédients de la mayonnaise tous les jours sur la table. Votre mayonnaise, à chaque jour, elle aura un petit goût différent. Suivant comment tu mets les ingrédients. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de secret immuable. Mais l'échange est très important pour avoir une palette de possibles la plus large possible. Donc, ça, c'est bien. Je ne peux pas être plus d'accord que toi, parce que j'ai monté un projet autour de l'échange. Voilà, c'est quand même la base du projet. Donc, c'est pour ça que tu as autant de personnes qui disent oui. Parce que. Est-ce que tu as des livres à conseiller? Un livre?
sur l'entraînement. Ah ouais, ou mais autre. alors là, c'est mort parce que moi, je suis pas spécialisé dans un domaine, mais que ce soit dans le physique ou le mental, la nutrition, l'entraînement, et pas que dans le sport individuel, mais j'ai 2 bibliothèques chez moi remplies de bouquins et j'en ai autant dans mon ordinateur, donc, et j'en ai en retard. Là, je viens de commander l'individualisation de l'entraînement là, de mon ami Claude Colombo. Voilà, quand j'ai vu le pavé arriver, j'ai dit, bon, ok, il va falloir que, mais j'en ai encore 2 autres à lire avant. J'ai commencé à le lire et c'est vrai que ça prend du temps, mais il est très bien. Ouais, bah, Ça, oui. L'ouvrage fait par Claude, ça peut être que très bien de toute façon. Mm. Voilà. Et donc, ouais, oui, les bouquins qui sont intéressants, c'est des bouquins qui englobent tout. Donc, les Bibles. Ouais. Bible de la préparation physique, Bible de la préparation mentale. Pour moi, il faut commencer par les bouquins qui sont holistiques sur un domaine. Alors, je sais pas si on peut le dire holistique dans un domaine, qui sont globalistes ou englobants dans un domaine. Et puis après, en fonction de aller dans le précis. Exemple, moi, j'ai commencé par la VFC. Il y a très peu de choses sur la VFC. Par contre, sur les neurotransmetteurs et l'approche nutritionnelle pour les neurotransmetteurs qui vont agir sur la disponibilité ortho-parasympathique qui va être évaluée par la VFC. Moi, je suis démarré par la VFC, je suis allé au fond. J'ai dit, la nourriture, c'est un truc capital. Je veux tout comprendre de la nourriture des neurotransmetteurs. Je veux tout comprendre de la chimie cérébrale au niveau neurotransmetteur. C'est quoi la dopamine? C'est quoi l'acétylcholine? C'est quoi la sérotonine? C'est quoi le GABA? C'est quoi voilà, l'adrénaline, la noradrénaline? Comment ça fonctionne? Comment je peux alimenter? Comment je peux ressourcer plus vite? Par la nourriture, par les ondes, par le chaud, par le froid, par la musique, par les couleurs, par tout est ondes. D'accord? Et donc, moi, je suis allé chercher là-dedans parce que moi, j'ai besoin d'entraîneurs trouveurs. J'ai besoin de levier. J'ai besoin d'action pour dire à mon athlète, t'es en tel déficit. Tu vas faire ça, 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 ça. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Par contre, si tu groupes tout, tu vas te mettre dans de meilleures disponibilités pour recharger ton système ortho-parasympathique. Ce qui fait que dans mon évaluation de la VFC en début de semaine, tu seras disponible à bouffer la charge d'entraînement qui t'attend la semaine prochaine. C'est ça l'objectif. Ouais. Donc, démarrer du micro-chimie cérébrale avec les neurotransmetteurs pour dire au mec, hey, t'es ressourcé, alors maintenant, bam, on y va. Et arrête ton crin-crin parce que, en fait, quand je regarde tes courbes, t'es au taquet. T'as pas envie, c'est une autre chose. Par contre, t'es disponible et t'es prêt à. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on mange en précurseur pour fabriquer certains neurotransmetteurs? Ben, je suis allé jusque-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise un sauna, un bain froid, la cryothérapie corps entier, pas corps entier? Donc après, on rentre dans le précis et on lit un bouquin comme Cerveau à 100% d'Eric Braverman. Braverman. Voilà. Et là, j'ai compris. Et là, tu prends le bouquin, il n'y a plus une page qui tient. Il y a des post-it de partout, des flèches, des machins, des trucs. Et j'ai tout transformé en tableau synthétique. Et tous mes tableaux d'accompagnement de la nourriture basée neurotransmetteurs que je fais pour des athlètes ou d'autres firades, tout par-delà, plus 10 ans d'études autour de tout ça pour bonifier, machin, etc., etc. Ouais, et après, il faut rentrer dans le précis. Mais les bouquins holistiques sur des domaines, c'est ce qui vous donne envie d'aller encore plus dans le précis. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est merci à vous d'avoir commencé votre Tour de France. Vous êtes parti de Marseille, le plus près c'était Antibes-Nice. Voilà, d'avoir commencé par notre pôle, notre petite salle d'entraînement qui sont la chaussette et la sueur. Et voilà, secret d'entraîneur, Tour de France, des environnements de performance. Ici, c'est une ruche. Et c'est vraiment une ruche. Ça pue, c'est sale. Il y a du vécu. Les murs, si les murs pouvaient parler, ils en diraient beaucoup de secrets. Et donc, merci d'être passé par là. Et j'espère que les gens qui écouteront, alors je ne sais pas si ça va être un podcast, un reportage, un documentaire, je ne sais pas ce que ça va être. Il y aura les deux. Il y aura les deux. J'espère que voilà, ça vous a éclairé sur certaines choses. Puis que ça servira à d'autres. Et puis que ça créera d'autres discussions. Et puis qu'on aura un énorme colloque sur certains domaines. Et puis on aura des tables rondes. Et puis on échangera et on partira tous avec des données nouvelles. Et donc, ça sera top. Voilà, donc merci à vous d'avoir commencé par Antibes et j'espère que ça vous a plu. Merci Rodolphe. De rien. À bientôt.
J'espère que l'épisode vous a plu, vous avez vu que le cadre changeait un petit peu, on était vraiment au cœur du pôle France. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, et en attendant, vous pouvez partager l'épisode et le liker, ça nous aide énormément, et nous suivre sur les réseaux sociaux et la newsletter. À bientôt, salut!